Nous allons. Alors, bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. Bonsoir aux personnes qui sont en ligne, qui nous rejoignent par Team. Et bienvenue à l'Assemblée publique de consultation portant sur les modifications des plans d'implantation et d'intégration architecturale dans l'arrondissement de Beauport, appelé PIIA. Je suis Camille Estergaron et je serai votre animatrice pour la séance de ce soir. Donc, pour le déroulement de la soirée, nous aurons un mot de bienvenue de la part de nos élus. M. Gosselin va nous rejoindre au courant de la consultation publique. Nous aurons la présentation du projet. Nous aurons une période de questions et de commentaires du public en salle et en ligne. Et nous allons terminer par un mot de la fin de nos élus. J'aimerais souligner la présence des personnes ce soir, dont à commencer par M. Steven Melançon, conseiller municipal du district de la Chute-Montmorency-Seigneurial. Bonsoir, M. Melançon. J'aimerais souligner notamment la présence de M. Gosselin qui va nous rejoindre, conseiller municipal du district de Sainte-Thérèse-des-Lisieux et membre du comité exécutif. Je souligne la présence des professionnels de la ville, donc Mme Lauriane Délé-Secoté, conseillère en urbanisme, ainsi que M. Michael Boutin, conseiller au développement économique du service de la planification de l'aménagement et de l'environnement. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et je souhaite souligner la présence des personnes en ligne, dont ma chef d'équipe, Mme Marie Lagier, chef d'équipe des consultations publiques, qui sera présente pour prendre les tours de parole en ligne. Bonsoir, Mme Lagier. Bonsoir. Et donc, je laisse la parole pour le mot de bienvenue à M. Steven de Melançon. Monsieur, la parole est à vous. Alors, bonsoir tout le monde, ça va bien? Alors, j'en profite ce soir pour qu'on regarde tous ensemble. On est ici pour répondre à vos interrogations, vos préoccupations. Lorsqu'on lance une démarche globale au niveau de la ville, il faut bien comprendre les paramètres que je vais expliquer dans quelques secondes. C'est une démarche qui est faite à la grandeur ville. Et lorsqu'on a des spécificités, comme ce soir concernant certaines zones, bien là, on fait des réunions d'information et de consultation. Et c'est là, et c'est le temps de nous donner vos préoccupations. Vous comprendrez bien. Donc, on est là pour vous écouter. On va vous donner toutes les étapes qui vont être suivies par la suite. Donc, à partir des informations qu'on vous donne ce soir, je vous donne juste quelques renseignements importants. S'il y a des zones qui vous tracassent, H1, H2, H3, des spécificités au niveau des zones, des retraits de zones. Il y a aussi le conseil de quartier de Sainte-Thérèse-de-Lisieux et le conseil de quartier Chute-Montmorency-Seigneurial qui aura aussi à regarder les recommandations que vous allez nous donner ce soir, les craintes que vous avez. Et par la suite, c'est renvoyé au conseil d'arrondissement, puis on vous donnera le processus global concernant l'adoption de ces changements. Donc, n'hésitez pas, on vous donne l'information si vous avez des doutes, des questions, des interrogations. On est là pour ça et n'hésitez pas, on est là pour vous. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup, M. Melançon. Avant de passer à la présentation, je veux souligner aussi la présence de nos techniciens ce soir et quelques informations à vous donner avant la présentation. Donc, premièrement, nos moyens de communication. La Ville de Québec a eu 2 moyens de communication, dont la page web de la consultation, ainsi que des courriels qui ont été transmis auprès des administrateurs du conseil de quartier ainsi que leurs abonnés. Deuxième élément, le processus de consultation publique. Donc, les consultations publiques sont assujetties par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme ainsi que la politique de participation publique. Donc, lorsque nous avons un projet, une modification de zonage ou un projet de règlement, la Ville se doit d'aller en consultation publique pour ainsi informer les citoyens, mais aussi entendre vos commentaires, vos questions ou vos préoccupations. Troisième élément, je veux souligner que pour ce projet, il n'y a pas de dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Et pour terminer, sachez que vous aurez une consultation écrite le lendemain de la consultation publique de ce soir, donc du 5 au 11 novembre 2024. Comme M. Melançon l'a souligné, et je fais un complément, il va y avoir des demandes d'opinion au conseil de quartier dans leurs séances ordinaires respectifs, dont le conseil de quartier de Sainte-Thérèse-des-Lisieux et le conseil de quartier des Chutes-Montmorency qui vont faire une recommandation auprès du conseil d'arrondissement, l'instant décisionnel, à savoir s'ils recommandent, ils refusent ou ils recommandent avec des ajustements du projet. Mais pour ce soir, nous sommes vraiment dans une assemblée publique générale où nous allons entendre les préoccupations, les questions et les commentaires des citoyens pour l'ensemble dans l'arrondissement de Beauport. Est-ce que juste ici, tout le monde me suit?
Parfait. Donc, je laisse la parole maintenant à Mme Délice Côté qui nous fera la présentation et par la suite, on va vous expliquer le processus pour la période de questions et de commentaires. Mme Délice Côté, la parole est à vous. Super, merci Camille. Donc, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, donc, comme vous le savez, on vient vous présenter les modifications des plans d'implantation et d'intégration architecturale pour Beauport. Donc, l'objectif de l'activité, c'est une consultation publique. Je vais commencer par vous présenter en quoi consistent les modifications réglementaires, puis par la suite, on va pouvoir passer à la période de questions et commentaires. Donc, ici, vous avez le processus, les différentes étapes que suit un nouveau règlement. Donc, on a déjà eu le projet de règlement qui a été adopté au Conseil d'arrondissement de Beauport de la séance d'octobre. Aujourd'hui, donc, on est à la consultation publique. Va s'en suivre les demandes d'opinion au quartier, les demandes d'opinion au Conseil de quartier à la fin novembre. Et par la suite, là, va pouvoir suivre l'adoption du règlement et l'entrée en vigueur. Donc, le contexte, vous en avez probablement déjà entendu parler là, dans les médias. Donc, la Ville s'est dotée d'une vision de l'habitation et l'année passée, même un plan de mise en œuvre accéléré pour cette vision-là, donc 2023-2026. Un des objectifs, c'est de créer plus de 80 000 de nouveaux logements d'ici 2040, une cible ambitieuse. Donc, ces objectifs-là, notamment, c'est parce qu'on a un taux d'inoccupation très faible. Donc, on parle souvent de la crise du logement. Les loyers moyens sont toujours en hausse et le nombre d'unités de mise en chantier tend à diminuer, ce qui fait qu'il y a un déséquilibre dans le marché. Il y a plusieurs actions concrètes qui ont déjà été entreprises par la Ville. Notamment, vous en avez peut-être entendu parler également, on a ouvert la possibilité d'aménager des maisons de jardin et des logements d'appoint. Il y a également des nouvelles mesures qui sont en cours pour accentuer la protection des logements existants en rapport avec l'hébergement touristique. Et il y a plusieurs actions aussi qui ont été entreprises pour la réduction des délais au niveau des permis, notamment l'abolition de certains plans d'implantation et d'intégration architecturale. Comme M. Melançon l'a mentionné, c'est vraiment une démarche à grandeur ville. Donc, ce n'est pas simplement pour Beauport, c'est tous les arrondissements qu'il va y avoir des propositions de modification au niveau des PIIA. Donc, on va commencer par, c'est quoi un PIA? Au fond, c'est une évaluation d'un projet avec des objectifs et des critères qui visent l'intégration d'un nouveau bâtiment dans son milieu. Donc, il y a plusieurs types de PIA. On a des PIA à travers la ville selon différents secteurs qui visent des choses différentes. Donc, je vous ai mis quelques exemples. Donc, les PIA, ça permet notamment d'encadrer des développements immobiliers de grande envergure, d'assurer une insertion harmonieuse des nouveaux bâtiments, d'assurer le respect des sites, de la topographie naturelle et de la végétation en place. Donc, ici, vous voyez, c'est le processus standard d'une demande de permis. Donc, on commence toujours par le dépôt de la demande, soit par le citoyen ou les professionnels qui travaillent avec lui. Par la suite, il y a l'analyse technique qui est faite. Ce que ça veut dire, analyse technique, c'est tout ce qui est les normes, les règlements de zonage. Donc, ça peut être la hauteur, les marges, le nombre de logements. Tout ça, c'est dans l'analyse technique. Puis, il y a aussi tout ce qui est code de construction. Donc, par exemple, l'épaisseur des murs pour qu'il y ait une coupure pour les feux. Donc, ça, c'est vraiment tout ce qui est encadré par l'analyse technique. Et par la suite, il y a la délivrance du permis. Donc, la Ville, pour une demande de permis standard, ce qui est visé, c'est qu'il y ait une première réponse qui est fournie par la Ville en 30 jours. Maintenant, je vous montre le processus de délivrance d'un permis qui, lui, est assujetti à un PIA. Donc, ce n'est pas partout sur le territoire de la Ville que cet ajout-là. C'est vraiment à certains endroits que je vais vous montrer par la suite. Donc, quand une demande de permis est assujettie à un PIA, on vient ajouter des étapes.
Même chose, on commence avec le dépôt de la demande. On a l'analyse technique, comme je vous ai dit, les normes de hauteur, les marges, le nombre de logements, le code de construction aussi. Par la suite, mais il y a, une fois que tout ça est complet, on passe avec l'analyse des critères du PIA. Donc, je vais vous donner des exemples, mais c'est le genre de critères qu'on peut retrouver, c'est harmoniser le bâtiment existant avec les bâtiments voisins. Donc, c'est vraiment des critères de type discrétionnaire ou un petit peu subjectif. Par la suite, l'analyse qui est faite par un professionnel de la ville, qui est un conseiller en urbanisme, est présentée au comité consultatif d'urbanisme. Ça, c'est un regroupement qui se compose de citoyens qui sont bénévoles, qui font partie du comité et d'un élu de Beauport, qui est Mme Isabelle Roy, qui est également la présidente là, de l'arrondissement. Le but du comité consultatif d'urbanisme, c'est vraiment de faire une recommandation. Donc, eux reçoivent l'analyse du PIIA et décident donc s'ils veulent recommander ou ne pas recommander le projet. Une fois que et puis cette instance-là se produit une fois par mois seulement. Donc, à chaque fois, il faut attendre la séance du mois pour pouvoir présenter le projet. Une fois que cette étape-là est faite, c'est l'étape du conseil d'arrondissement. Donc, le conseil d'arrondissement est composé des 3 élus de Beauport, M. Steven Melançon, M. Jean-François Gosselin et aussi Mme Isabelle Roy. C'est eux, en bout de ligne, qui prennent la décision par rapport au plan d'implantation d'intégration architecturale. Donc, ça aussi, c'est une instance qui se produit une fois par mois seulement. Une fois que toutes ces étapes-là sont faites, donc, on peut passer à la délivrance du permis. Et ça, c'est le cheminement si tout se passe bien. Dans le cadre où une demande est refusée, on doit recommencer le processus avec un nouveau dépôt de plan. On recommence l'analyse technique, l'analyse des critères du PA et on repasse au comité consultatif et au conseil d'arrondissement. Donc, on voit, c'est une première réponse fournie par la ville de 60 jours. Ça, c'est si tout est complet, tout est accepté. Donc, au niveau des modifications réglementaires, le règlement là, de la consultation ce soir, donc c'est le règlement modifiant le règlement de l'arrondissement de Beauport sur l'urbanisme relatif à plusieurs zones et abrogeant le règlement de l'arrondissement de Beauport sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. C'est le RCA 5 VQ 341. Comme l'a mentionné ma collègue tantôt, c'est un règlement qui ne contient pas de dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Ce que ça veut dire, c'est que l'objet de la consultation, il n'y a pas de possibilité que les gens qui sont dans les secteurs visés ou dans les zones autour puissent ouvrir un registre et éventuellement pouvoir faire un référendum. Donc, il n'y a pas de possibilité de référendum pour s'opposer au projet. S'il vous plaît, on va continuer avec la présentation. Merci. Donc, je continue avec les modifications réglementaires. À Beauport, on a 3 règlements de PIA qui visent différentes zones et différents types de travaux. Donc, on a le PIA de l'Avenue des Rapides, on a le PIA Villonnet et le PIA secteur du boulevard des Chutes et des Carrières. Donc, modification réglementaire, le PIA de l'Avenue des Rapides, c'est un PIA qui existe depuis 2018. Il a été mis en place pour préserver les arbres du golfe et encadrer les nouvelles constructions. Ici, je vais prendre la souris. Donc, on voit ici, c'est vraiment la zone qui est en rouge qui est visée et on voit que l'entièreté des maisons sont maintenant construites. Donc, les modifications, c'est d'abroger le PIA de l'Avenue des Rapides parce qu'il visait principalement la construction des nouvelles propriétés. Elles sont entièrement construites et qu'il y a déjà des normes prévues à la réglementation d'urbanisme qui prévoient notamment qu'un arbre soit toujours planté et maintenu en cours avant. Et toutes les autres normes là, par rapport aux grilles de zonage, donc comme je vous mentionnais tantôt, la hauteur, le nombre de logements permis, le nombre d'étages, le pourcentage minimal aussi d'air vert sur chaque terrain, tout ça, c'est non changé, donc ça demeure.
Pour le PIA de Villonnet, c'est un PIA qui existe depuis 2019. C'est un PIA qui a été instauré pour notamment préserver la topographie naturelle des terrains. La phase 1, on le voit ici, c'est pratiquement finalisé. Puis les phases 2 et 3 sont en cours de planification et vont être réalisées indépendamment du PIA. Donc, pour Villonnet, on a plusieurs critères. Un d'eux, c'est de préserver, de favoriser la conservation des arbres. Mais on a déjà, au niveau de notre réglementation, plusieurs normes qui encadrent le même élément. Donc, par exemple, on a des normes qui prévoient à ce qu'on maintienne et on plante un arbre en cours avant. Puis, dans ce secteur-là, on a aussi une note qui est spécifique au zonage qui demande à ce qu'il y ait une bande de terrain de 8 mètres de profondeur en cours arrière où doivent être préservés ou plantés des arbres et arbustes selon la superficie du terrain. Donc, j'ai mis ici, c'est une photo du secteur. On voit les constructions sont assez avancées et on voit qu'il y a eu une bonne préservation là, au niveau des arbres en cours arrière. Donc, c'est vraiment grâce à cette mesure-là de bande de protection que les arbres ont été maintenus. Quand on arrivait donc à l'évaluation du PIA, étant donné que cette bande-là de terrain était obligatoire, le critère pour favoriser cette conservation-là des arbres était toujours répondu. Donc, il y avait vraiment une double évaluation au niveau de la conservation des arbres qui n'est pas nécessaire. Un peu dans le même sens, donc, on a des critères pour éviter les murs de soutènement et pour que les terrains soient aménagés en paliers. On a déjà plusieurs normes à notre réglementation pour la hauteur maximale des murs de soutènement et également pour tous les angles permis entre les différentes pentes d'un terrain. Donc, les critères pour l'aménagement des terrains sont méconnus de plusieurs citoyens dans ce secteur-là. Il y a plusieurs intervenants là, dans une demande de permis comme celle-là pour ce secteur-là. Donc, le développement du secteur se fait par un promoteur immobilier qui vend les terrains par la suite à un constructeur qui, lui, vend le projet aux citoyens. Mais c'est les citoyens qui sont responsables de l'aménagement final des terrains. Donc, les critères d'évaluation du PIA sont souvent méconnus des citoyens qui achètent en bout de ligne le projet. Comme je vous ai dit, on a plusieurs critères pour demander à ce que les terrains soient faits en paliers, ce qui contraint beaucoup l'installation des constructions accessoires pour les propriétaires. Donc, il n'y a pas de possibilité beaucoup de mètres de carrage, cabanon, des choses comme ça quand le terrain est fait en escalier. Il y a aussi beaucoup de contraintes au niveau de l'entretien des terrains, la tonte de gazon, la pousse d'arbres et de végétaux. Et puis, le dernier élément, c'est que tant que l'aménagement n'est pas entièrement complet et qu'il n'y a pas l'inspection de la ville qui passe pour voir si tout est correct, que le dossier peut être vraiment fermé, toutes les petites modifications qu'ils peuvent avoir sur le terrain, par exemple, pendant la construction, ben là, on se rend compte que là, il doit y avoir une petite butte de plus, bien, tout ça doit repasser par tout le processus. Donc, les propriétaires sont dans l'obligation de refaire faire des plans par un arpenteur et redéposer pour qu'il y ait une réévaluation de leur demande de permis du PIA et repasser par toutes les instances décisionnelles. Donc, c'est vraiment très complexe comme processus là, pour les citoyens qui ont des propriétés dans le secteur. Donc, les modifications réglementaires, c'est d'abroger le PIA de Villonnet. Ça va permettre plus de prévisibilité pour les promoteurs et les citoyens de ce secteur-là. Ça va permettre des aménagements de terrain plus adéquats parce qu'on venait restreindre l'aménagement par exemple, de murs de soutènement, mais dans certains cas, ça peut être des aménagements plus adéquats de mettre des petits murs de soutènement. Pour la stabilité du sol, pour la gestion des eaux pluviales et aussi de ruissellement. Ça va permettre aussi des aménagements plus cohérents avec les besoins des citoyens. C'est des nouvelles constructions. Et on comprend les citoyens qui achètent dans le secteur
désirent profiter de leurs cours. Avec des terrains en palier, c'est vraiment difficile de mettre des installations, juste de mettre un cabanon, potentiellement des piscines. Et avec l'abrogation du PIA, ben, c'est sûr qu'il va y avoir une planification plus en amont avec les entrepreneurs pour faciliter l'aménagement des terrains dans les phases subséquentes là, du projet de développement. Même chose pour le PIA de Villonnet. Donc, toutes les normes qui sont déjà prévues au zonage vont demeurer intactes. Donc, les marges, les hauteurs, le nombre de logements, il n'y a rien qui bouge de ce côté-là. Donc, finalement, le PIA secteur boulevard des Chutes et des Carrières, c'est un PIA qui existe depuis 2004. Son objectif, c'était de maximiser les lots de grande dimension pour éviter des espaces perdus et favoriser l'intégration des nouvelles constructions dans le milieu. Vous allez voir sur la prochaine carte, il y a quelques terrains qui sont encore vacants. La particularité, bien, vous le voyez, 2004, là, ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'il existe. Et puis, bien, à la suite de l'intégration de ce nouveau PIA-là, on a eu l'arrivée de notre règlement d'harmonisation sur l'urbanisme. Et puis, dans ce règlement-là, il y a plusieurs éléments qui font partie du PIA qui ont été adoptés sous forme de normes réglementaires. Donc, encore une fois, il y a comme une double évaluation des mêmes éléments à l'évaluation technique, puis après ça, on revient avec le PIA. Donc, secteur d'application. On a la rue Evrel ici. On voit c'est entièrement construit. À gauche, il y a des bâtiments qui sont de type multilogement et à droite, c'est des bâtiments de type commerciaux. Sinon, on a également une zone qui se trouve sur le boulevard des Chutes qui est composée de bâtiments multilogements qui est entièrement construit. Par la suite, on a ici, là, près du boulevard Sainte-Anne, donc plusieurs zones qui sont assujetties. Et puis, on a plusieurs zones qui sont entièrement construites également et on a quelques terrains aussi vacants. Donc, pour le PIA du boulevard des Chutes, je vais vous donner quelques exemples là, de cette double application. Donc, il y a plusieurs critères qui évaluent l'intégration du stationnement, mais par la suite, là, vers 2009, est arrivée une réglementation qui encadre plusieurs éléments là, des stationnements. Par exemple, on demande à ce qu'il y ait une bande verte entre la rue et le stationnement. Quand il y a un certain nombre de cases aussi, on demande à ce qu'il y ait des îlots de verdure entre un certain nombre de cases. Donc ça, c'est des réglementations qui sont arrivées par la suite, mais le PIA n'a pas été mis à jour par la suite. Même chose au niveau, on a des critères qui évaluent les enseignes commerciales. Et dans notre réglementation, on a plusieurs normes qui encadrent déjà ça, notamment la grosseur des enseignes, le positionnement sur les bâtiments, le type d'éclairage qui est utilisé pour l'enseigne. Donc, c'est des normes qui existent déjà. Donc, comme je le disais, il y a plusieurs critères qui sont en double. On applique là, les critères en plus des normes sur les mêmes aspects. Au niveau là, des critères, il n'y a pas de critères qui touchent à la hauteur des bâtiments dans le PIA. C'est vraiment dans la norme au zonage qui n'est pas touché là, avec les présentes modifications. Donc, ici, je vous ai mis un exemple par rapport à des projets. Donc, à gauche, vous avez des projets qui ont été évalués par PIA. J'ai mis un exemple de la rue Francheville pour les bâtiments résidentiels et une enseigne qui se trouve sur la rue Evrel. Et à droite, vous avez des projets qui n'ont pas été évalués par le PIA, qui sont dans les mêmes secteurs, donc la rue Jean-François Drouin et l'avenue du Beau-Royal. Et on peut voir sur les photos qu'il n'y a pas une différence notable en termes de qualité architecturale entre les projets. Donc, il n'y a pas nécessairement de valeur ajoutée au niveau de la qualité des bâtiments avec le PIA. Donc, la modification réglementaire, c'est également d'abroger le PIA. Ça va permettre plus de prévisibilité pour les demandeurs de permis.
Également, plus d'équité envers les commerçants. Donc, je vous ai mis comme exemple là, le secteur de la rue Évrel où les commerçants qui sont ici donc, doivent passer par tout ce processus-là, mais les commerçants qui sont en face n'ont pas à faire toutes ces étapes-là. Et comme je l'ai dit, parce que plusieurs critères sont déjà couverts par le règlement d'urbanisme. Donc, de façon globale, pour les 3 PIA, donc plus de prévisibilité pour les demandeurs, plus d'équité aussi, parce qu'il y a seulement certains secteurs de Beauport qui sont assujettis. Et pour un demandeur qui fait une demande de permis qui est juste à côté, ne pas passer par toutes ces étapes-là. Aussi pour contribuer à l'atteinte des objectifs de plan de mise en œuvre accéléré de la vision de l'habitation pour réduire les délais de délivrance de permis. Donc, les prochaines étapes, aujourd'hui, consultation publique. À partir de demain, vous allez pouvoir faire vos commentaires écrits jusqu'au 11 novembre. Par la suite, ça va être la demande d'opinion au conseil de quartier de Sainte-Thérèse de Lisieux. Donc, si vous voulez venir, la demande d'opinion, donc on va repasser la présentation, mais ça va être plus spécifique pour le PIA de Villonnet, cette soirée-là. Et par la suite, bien, la demande d'opinion au conseil de quartier. Le 20 novembre, donc ça va être la même chose, mais demande d'opinion au conseil de quartier de Chute-Montmorency. Donc, la présentation va être plus spécifique pour les PIA de l'avenue des Rapides et celui de boulevard des Chutes et des Carrières. Et par la suite, l'adoption du règlement là, le 10 décembre pour une entrée en vigueur également en décembre. Oh, j'avais pas le... Juste 30 secondes, parce qu'on n'a pas parlé de la grille de zonage, juste pour que je ne veux pas. Oui. Donc, la grille de zonage, je veux juste voir au niveau, là, qu'est-ce qui était déterminé dans cette zone-là, qui n'a pas été touché. C'est ce que je comprends bien. Oui, bien, je l'ai mentionné ici, là. Donc, la grille de zonage n'est pas touchée. Donc, au niveau de la hauteur, les critères du PIA ne touchent pas à la hauteur et les grilles de zonage ne sont pas touchées avec les modifications réglementaires. Et les usages? Ni les usages, non. Parfait. Les PIA, c'est ça, il y a plusieurs limites aux PIA. Les PIA ne décident pas de quel usage est possible de faire. Les PIA ne peuvent pas non plus demander à ce qu'un projet soit diminué en termes de hauteur parce qu'on suit vraiment à ce qui est permis au niveau de la grille de zonage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Melançon, pour les précisions. Merci beaucoup, Mme Delisle-Côté, pour la présentation. On est rendu à la période de commentaires et de questions du public. Écoutez, il y a une vingtaine de personnes en ligne ainsi qu'une cinquantaine de personnes en salle. Voici comment ça va se passer. Je vais faire vraiment un intervalle de 2 personnes, donc 2 personnes en salle, 2 personnes en ligne. Je vous invite à être bienveillant et respectueux dans votre question ou votre commentaire. Et je vous invite aussi à ne pas nécessairement couper la parole au professionnel au moment qu'il va faire sa réponse. On vous invite d'être efficace, concis et clair pour permettre à tout le monde qui puisse prendre la parole durant 7 heures. Et pour les personnes qui nous rejoignent en ligne, ça sera ma chef d'équipe, Mme Marie Lagier, qui va vous désigner pour lever votre main, puis elle va vous désigner et elle va pouvoir activer votre micro pour poser votre question. Mme Lagier, est-ce qu'il y a certains éléments à compléter ou d'autres éléments que vous souhaitez rajouter pour les personnes en ligne? Oui, ben en fait, on vous invite aussi à utiliser l'outil QR. Donc, au-dessus de votre écran, quelque part, vous avez un menu. Vous pouvez cliquer sur le petit bouton QR et vous pouvez à ce moment-là taper votre question. Donc, comme ça, nous, on pourra la lire. Et si vous n'avez pas de clavier, si vous êtes sur un téléphone intelligent, vous n'avez pas la possibilité de taper votre question, à ce moment-là, vous pourrez utiliser le bouton lever la main et on vous donnera l'autorisation d'ouvrir votre micro. Parfait. Merci beaucoup, Mme Lagier. Puis si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas. Nous allons commencer avec 2 personnes en salle. Donc, si vous avez une question, vous levez et être devant le micro et poser votre question. On vous invite à dire votre nom, le quartier et on vous écoute. Bonjour, madame. Bonjour, mon nom est Édith Lessard. Je demeure au 107 rue des Pionnières à Beauport. Nous, on a une préoccupation au niveau là, du retrait du PIA.
On est une copropriété horizontale qui fait l'objet actuellement de 3 bâtiments qui sont déjà construits. Par contre, il y en a encore 3 autres qui ne sont pas construits. Il y a eu une modification de déclaration de copropriété l'année dernière pour justement parce que le changement était du locatif au lieu d'être des copropriétés divises. Maintenant, notre préoccupation, nous, c'est qu'actuellement, notre déclaration de copropriété fait l'objet d'une servitude d'aspect puis d'une intégrité architecturale qui doit être respectée. Si on regarde, si vous retirez le PIA, vous devez assurer là, une insertion harmonieuse des nouveaux bâtiments dans le cadre des bâtiments existants. Si vous enlevez le PIA, qui nous dit qu'il va assurer d'avoir les mêmes bâtiments qui devaient être au départ? Comment qu'on fait pour s'assurer que le projet qui était là au départ, qui fait aussi l'objet que dans la déclaration de copropriété, c'est clairement indiqué que les bâtiments qui s'en viennent doivent être approuvés aussi par, toutes les modifications doivent être approuvées par le syndicat horizontal. Donc, je présume que quand vous donnez des permis de construction, vous ne commencez pas à lire les déclarations de copropriété qui font l'objet de l'horizontal. Fait que si je comprends bien, votre préoccupation, c'est si vous êtes intéressé, si vous retirez les PIA, si on va avoir une insertion harmonieuse, c'est ça? Absolument. Je vais y aller juste clairement, oui. Donc, est-ce qu'on a une réponse par rapport à ça? Vous êtes sur la rue des Pionnières, donc c'est dans le bas, là, pas loin de Boulevard Saint-Laurent. En fin de compte, c'est le lot 53-123 HEC. Donc, c'est certain que si je regarde actuellement la grille, même la grille permet aussi des habitations avec des chambres. Oui. Donc, on s'entend que le projet initial qui a débuté en 2012, il était pas question d'avoir des chambres, il s'agit de copropriété divise. Donc, on modifie le PIA pour ce terrain-là, qui, en fin de compte, le projet n'est pas totalement terminé, là. C'est bon, merci. On dit qu'on a une réponse par rapport à ça. Donc, je crois que votre demande, c'est pour le bâtiment qui reste là, dans votre… Il en reste 3 à construire. Actuellement, le promoteur est en train là, de faire les demandes de permis, là, mais on n'a encore eu aucune nouvelle au niveau du promoteur à ce sujet-là. Okay. Mais c'est certain que le lot 442 qui va déboucher au niveau de Jeanne Langlois, ça, il demeure encore, là, il va toujours demeurer dans la déclaration initiale. Il fait partie de l'initiale, puis il va toujours faire partie. Mais il reste une chose, c'est que nous, si le PIA est retiré, puis vous mentionnez bien là, que le PIA fait que vous devez vous assurer de l'harmonie de ce qui se construit. Là. De l'harmonisation, oui. Il y a comme 2 éléments à votre question. Je comprends qu'il y a une entente dans la copropriété, donc c'est aussi d'une part le promoteur qui vous a confirmé qu'il allait avoir une harmonisation dans ces bâtiments, c'est bien ça? Oui, mais on se fait dire aussi au niveau du promoteur, parce que là, ils sont en train de vendre les terrains. Donc, il y a des nouveaux promoteurs qui rentrent en force et ceux-là commencent à se faire dire par la ville qu'il n'y a plus de PIA. Donc, eux, la déclaration de copropriété, ils s'en foutent un petit peu, là. Mais nous, c'est certain qu'on a les yeux là-dessus. Là. On ne veut pas non plus se faire n'importe quoi. Là. Si la ville va en disant, ben, OK, on enlève le PIA, puis il n'y a plus de PIA là, ben, puis nous, si vous donnez le permis, puis qu'en fin de compte, vous n'avez pas pris en compte la déclaration de copropriété initiale qui dit que ça doit être harmonieux, ben là, c'est une déclaration, c'est quand même des condos, là. C'est pas des condos divises. Ils vont devoir faire, je pense que du côté du lot 442, il y a 32 unités qui vont être construites là, mais du côté 444 et 445 qui longe vraiment là, comment je pourrais dire, du côté est. Non, ouest. Du côté ouest, à ce moment-là, même là, au départ, il devait avoir un 32 puis un 24. Puis là, qu'est-ce qu'on entend? C'est que le promoteur commence à penser à mettre du 60 ou du 90. Puis, c'est bon. Ben, j'entends, madame, ma préoccupation. Est-ce qu'il y a une dernière réponse par rapport à ça? Ça semble être un sujet très, très précis dans la situation.
Fait que, Oui. est-ce qu'on a une réponse là-dessus? Puis après, on va passer pour une Oui. prochaine question. Oui, c'est sûr. Ben, je comprends votre préoccupation. Puis, tu sais, je pense que ça va être un ensemble là, de bâtiments. Tu sais, il me semble avoir quand même une forte harmonisation entre les bâtiments en ce moment. C'est sûr que le PIA, il y a quand même beaucoup de limites. Si demain matin, le promoteur décide de faire un bâtiment, je ne sais pas, les vôtres sont, mettons, bruns, puis lui décide d'y aller dans le rouge. Mais le PIA ne peut pas empêcher ça non plus. Tu sais, les critères sont faits très larges, donc il y a des limites aussi à ce qu'on peut exiger en termes d'harmonisation. Fait qu'il y a une part aussi du promoteur de dire, ben lui, il vient de. Ben là, vous me dites qu'il y a une possibilité que quelqu'un d'autre rachète le projet. Ben, tu sais, c'est dans les Ben, on sait ententes toujours. de copropriété. Tu sais, c'est pas, la ville ne peut pas intervenir dans ces éléments-là. Puis il y a comme une limite à ce que le PIA aussi peut exiger. Mais assurer Merci. l'harmonisation, là, en fin de compte, si on regarde Roussin de l'autre côté, le projet est tout construit, là, donc ils ont toutes la même couleur, ils ont toutes la même forme. C'est ça, parce Donc, que c'était le même promoteur, mais ben, c'est le même promoteur ouais, encore. c'est Là. ça. Pour l'instant, c'est Construction Citadelle. C'est ça. Mais le PIA, comme je disais, c'est des critères assez larges. On ne peut pas exiger que ça soit à l'identique. Ça, c'est plus la volonté du promoteur. Fait que, c'est des critères très larges comme, je vous donne un exemple, dans le PIA là, qu'on discute en ce moment, il y a un critère qui dit on favorise là, une architecture contemporaine. C'est le genre de critères qu'on a. Donc, ça ne l'assure pas à ce que tous les bâtiments soient identiques, là, comme ce qui a été mentionné par les promoteurs initialement. Donc, ça, c'est la responsabilité du promoteur d'assurer ça par la suite. Il y a des limites à ce que le PIA peut exiger là, au niveau du bâtiment. Merci beaucoup, Mme Descoté. Merci beaucoup, Madame. Puis on entend votre préoccupation. Oui, est-ce que Madame. pour compléter. Excusez-moi, je voudrais vous répondre aussi. J'ai une partie de réponse parce qu'il y avait l'usage qui semblait vous préoccuper concernant les types de bâtiments qu'on peut faire. Oui, absolument, parce que j'avais parlé là, possiblement. Parce que là, pas ce bout-là. Oui. Car ça, effectivement, ça sera une chose que vous pourrez émettre en commentaire au conseil de quartier. Le président, là, M. Godin, ne va pas le nommer, pour faire retirer ces usages-là aussi. Donc, vous pouvez faire une recommandation. Je répète, là, je m'excuse, je ne veux pas prendre du temps, mais je veux juste bien encadrer là, le projet. Donc, on parle de ce soir qu'il y avait un projet de règlement. Ça doit passer à l'arrondissement. On se comprend, un projet de règlement, c'est vaste, c'est large, c'est à travers la ville. Par la suite, ce qu'on fait ce soir, la réunion de consultation, c'est que là, on vient préciser des zones. Vous avez parlé des zones, vos préoccupations par rapport à l'harmonisation des bâtiments, et ça, il faut bien l'entendre. Et à partir de là, Mme Esther vous a bien mentionné, par rapport à la consultation publique du 4 novembre, il y a une période de réception des commentaires écrits. Et là, je vais revenir très précisément sur la demande d'opinion au conseil de quartier, qui vont nous faire une recommandation selon ce qu'on va entendre ce soir, vos préoccupations. Et eux vont faire une recommandation au conseil d'arrondissement, parce que j'ai vu les gens sursauter tantôt concernant qu'il n'y avait pas de nombre référendaire. Mais on n'a pas besoin de référendaire, c'est parce que le conseil de quartier va faire une recommandation qui, par la suite, va être votée au conseil d'arrondissement selon les critères ou les changements ou les modifications que vous nous avez mentionnés. Je tenais quand même à préciser le cadre dans lequel on travaille ce soir. C'est pour ça que je suis enchanté de voir autant de gens qui vont poser des questions et on va préciser effectivement vos préoccupations et les problématiques que vous pouvez voir. On va en tenir compte. Ça, c'est important qu'on se le dise de façon très claire. Parfait? Si je peux me Merci. permettre. Si ça vous va, Oui. ça vous va, madame, je vais laisser M. Boutin parler, puis c'est une autre intervention. On va aller vers l'autre intervention parce qu'on a plusieurs questions, notamment aussi en ligne. Mais merci beaucoup, on prend ça en considération. En fait, c'est pour vous, je vais vous poser une question. Vous avez parlé de servitude d'aspect. C'est super important dans ce que vous avez dit. Est-ce que la servitude d'aspect couvre les 3 autres terrains qui restent à construire? Oui. OK. Ben, votre police d'assurance est peut-être là. Parce que, tu sais, on peut même le voir comme un 3e cadre réglementaire, si on veut. Là. Dans le fond, on a le zonage, on a le PIA et votre servitude d'aspect qui se rajoute en supplément. Là. Donc, c'est de voir, tu sais, qu'est-ce qu'elle implique, votre servitude d'aspect. On parle beaucoup d'harmonisation, tout ça, là, mais je pense que une partie de la solution se retrouve peut-être là pour vous rassurer dans l'intégration des futurs bâtiments à venir. Ben, la servitude d'aspect, en fin de compte, même les balcons ne peuvent pas être de couleurs différentes. Donc, on a demandé des avis juridiques à ce niveau-là, puis ça va même jusque-là. Donc, non, effectivement, une servitude d'aspect, c'est super fort. Là. Je vous dirais, en plus, ça fait partie de
la copropriété, puis que tout le monde, autant les futurs bâtiments que les copropriétaires, si on veut, c'est un document qui est assez fort au niveau légal. Là. Fait que votre police d'assurance, comme mesure de mitigation, est peut-être là, pour vous assurer que les bâtiments soient à peu de choses près identiques à l'existant. Et si je comprends bien, pour ce qui est là, de l'habitation, le H2, ben, ça va être par la suite là, dans les commentaires écrits qu'on va pouvoir le faire. Ce soir. Justement, la consultation écrite va se faire dès le lendemain du 5 au 11 novembre. Donc, si vous avez une préoccupation, puis là, je sens aussi que c'est un aspect aussi personnel de propriété. Il y a aussi la réponse citoyenne, puis il y a aussi de nous contacter aux besoins pour des cas précis auxquels les professionnels vont pouvoir y répondre. Donc, vous avez la consultation écrite dès le lendemain sur une période de 7 jours. Parce que c'est certain que les terrains en avant de chez nous aussi, là, donc si on regarde, là, On l'entend. vous permettez possiblement d'avoir des maisons de chambre. Donc, ça, c'est une autre préoccupation. Vous avez tout le monde ici ce soir, là. C'est justement parce qu'on a seulement que les 3 blocs ici. Là. Si jamais il y a quelque chose, on va aller plus loin, on va aller chercher d'autres supports. Merci beaucoup, madame, de nous avoir partagé vos préoccupations. Est-ce que nous avons d'autres questions en salle? Monsieur, en avant. Régent Côté, je reste au 105 rue des Pionnières. Vous m'avez quand même sécurisé concernant le zonage. Il n'y aura pas de modification sur le zonage. Est-ce que j'ai bien compris? Vous avez bien compris, oui. Bon. Deuxièmement, si on est si nombreux ce soir, c'est parce qu'on a des inquiétudes face au projet, bien entendu. Moi, mon inquiétude n'est pas vis-à-vis de l'harmonisation ou de l'apparence ou de tout ça. C'est sur les maisons de chambre, bien entendu, qu'on projette de faire là et qui pourrait amener une certaine clientèle dans notre secteur. C'est ça qui nous inquiète vraiment. Il ne faudrait pas oublier dans tout ça que tout près, on a une maison de transition. Et ça arrive souvent que les policiers viennent dans le secteur et nous demandent « Avez-vous vu un grand monsieur passer? » On a déjà une maison de transition. Si on nous amène une autre clientèle spéciale, puis je parle là des terrains du côté sud de la rue des Pionnières, et les 2 autres qu'il y a de chaque côté, pour nous autres, c'est insécurisant. On est des propriétaires, on n'est pas des locataires, on a des condos là. On a peur que les valeurs de nos condos plongent avec tout ça. Je pense que ce soir, on est venu nombreux pour essayer de vous le manifester. Je ne sais pas si tout le monde a la même inquiétude, mais je pense que plusieurs ont la même inquiétude que j'ai. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une réponse par rapport à ça concernant le commentaire de monsieur? Oui. Je comprends votre inquiétude. C'est sûr que, on l'a mentionné brièvement, le PIA, là, la raison, les modifications qui sont prévues aujourd'hui, ça ne touche pas tout ce qui est usage. Fait que, c'est plus une prochaine. Ça va venir. C'est sûr que dans les zonages de ces zones-là, il y a le H2 et le H3. Ça, ce que ça inclut, c'est également les maisons, les résidences pour personnes âgées. Donc, ça peut être aussi ça. Mais je comprends, dès qu'on le permet à la zone, après ça, c'est toutes ces options-là qui sont possibles, dont des maisons de transition, des choses comme ça. C'est sûr que ça ne veut pas dire que ça va être une clientèle nécessairement difficile. Ça peut être tout ça ça peut être des résidences pour personnes âgées. On va laisser Mme Delis. Ça inclut les résidences pour personnes âgées aussi. Fait que c'est ce que je voulais mentionner, mais c'est sûr que c'est en dehors là, des modifications qui sont prévues aujourd'hui. Les PIA n'ont pas d'emprise là-dessus, là, sur les usages. On ne peut pas restreindre les usages par cet élément-là, mais je comprends. Ça va être ouvert à toute clientèle. Ça peut être des personnes âgées, comme vous dites, mais ça peut être des étudiants aussi. Ben, les personnes, c'est des maisons de transition, là, il y a plein de types de clientèle différents. Mais c'est sûr que je peux peut-être rajouter un élément, il n'y a aucune garantie, mais c'est sûr que, vous le savez, les terrains, ça fait très longtemps qu'ils sont vides. Oui. Puis il y a une raison à ça. C'est que c'est des terrains en zone inondable. Donc, très, très, très coûteux à développer. Donc, la chose que je pourrais vous dire, sans aucune garantie, bien évidemment, c'est que le coût de développement de ces terrains va être un gros frein à ce qu'il y ait ce type de projet-là, par exemple, de logements sociaux. Parce que ces projets-là doivent quand même, il y a quand même un montage financier qui est fait, puis il faut que ça soit raisonnable, tu sais, dans les coûts. Fait que c'est sûr que ça va réduire. Par contre, vous avez raison, il n'y a pas de garantie quand même. Là. Si je me permets, je peux ajouter juste un petit point pour vous donner une idée. Dans mon immeuble, au 105 des Pionnières,
L'hiver passé, on avait des itinérants qui venaient coucher dans notre entrée intérieure, la première espace. On est obligé de changer nos portes, mettre des nouvelles portes avant avec un code pour entrer. Ils venaient là, ils fumaient là, ils couchaient là, puis ça nous amenait un paquet de problèmes. C'est pour ça que ça nous fait peur, dans le fond. On a déjà une partie de clientèle qui vient. On entend la préoccupation, monsieur. Est-ce que ça a pu quand même bien répondre à la question de Mme Delise? Parfait, merci beaucoup de vous être déplacé. Merci. Est-ce qu'on... Oh, monsieur Melançon, vous voulez compléter quelque chose? Excusez, parce que je ne veux pas interférer, mais je veux juste que ce soit très clair. Moi, je veux que les gens participent, qu'il n'y ait pas de zone grise, puis il n'y en a pas aussi. Là, on a parlé des PIA ce soir, Mme Royan l'a bien fait. Le monsieur parle de l'usage de H2, H3, qu'on pourra, non pas à l'intérieur de ce qu'on fait ce soir, la démarche, mais c'est des usages qu'on pourra enlever avec une démarche aussi, si on se comprend bien là-dessus. Mais ce ne sera pas ce soir que ça va se faire, mais on se comprend que c'est une démarche qu'on pourra établir en collaboration avec le conseil des quartiers pour effectivement enlever le H2 et le H3. Je veux juste vous entendre là-dessus. Là. C'est important qu'on soit clair là-dessus. Je vais vous entendre. Ça, ben, à la lueur de la demande d'opinion, ça peut être une recommandation qui est faite par le conseil que, indépendamment là, de la demande actuelle, là, parce que c'est vraiment séparément, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'impact sur les usages à ce niveau-là, mais que, par exemple, le conseil de quartier recommande à la ville de réévaluer là, les usages là, de ces zones-là. Merci beaucoup. Je vous ai interrompu, là, c'est correct. Merci beaucoup. Puis sachez que les demandes d'opinion vont se faire 18 novembre pour Sainte-Thérèse-des-Lisieux, Chute Montmorency 20 novembre, mais ici, on parle vraiment en général des PIA en général, puis aussi venant de la présentation. On entend vos préoccupations, mais si vous avez des questions, c'est concernant vraiment la présentation. Monsieur, vous pouvez venir en avant? Et puis par la suite, s'il y a des questions en ligne, on va les prendre. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, je m'appelle François Godin, 150 rue Latouche et accessoirement président du conseil de quartier Chute Montmorency. 3 petites questions rapides, en fait, probablement rapides. Si j'ai bien compris, le projet de règlement approche les 3 PIA qui sont présentement sur le territoire de Beauport. Qui sont spécifiques à des zones, mais il va encore avoir les PIA qui sont généraux à la Ville de Québec, dont le PIA de densification qui s'applique à toute nouvelle construction dans un secteur déjà construit. Donc ça s'applique encore à Beauport sur tout le territoire. Ça, c'est vraiment des PIA qui sont spécifiques à certains secteurs. Puis vraiment, l'objectif de tout ce qu'on fait, c'est que ça soit plus égal sur tout le territoire, qu'on n'ait plus cette disparité-là entre les citoyens. Mais s'il y avait un nouveau PIA spécifique proposé pour le territoire du secteur Beauport, est-ce que ça passerait dans la mécanique d'abrogation de votre projet de règlement qui vise à abroger les PIA, donc actuels et à venir? Donc, en fait, c'est qu'on n'en proposera pas de nouveaux PIA sectoriels. On vise à ce qu'il y ait des PIA qui s'appliquent plus partout sur le territoire. Okay, c'est ça. Okay, fait en fait, c'est que vous voyez, il y en a un qui date de 2004. C'est un peu, ils sont venus par la suite, mais c'est de faire des PIA plus de secteurs. Ça vient aussi avec le fait que la Ville de Québec sont passées, ces différentes villes aussi. Chaque arrondissement avait ses façons de faire. C'est un peu ça qui a mené à ce qu'il y ait des PIA spécifiques un peu partout. Donc, il n'y aura plus de PIA à saveur régionale, mais plus à l'ensemble de la ville. Exact, c'est ce qui est visé. Les propositions, ils diffèrent quand même d'un arrondissement à l'autre. C'est des contextes, des zones spécifiques tout le temps. Là, donc, OK. Deuxième question, en fait, c'est un commentaire. Moi, je pense qu'il vous reste un tour de roue à donner. Parce que ce que vous nous avez présenté là, c'est tous les avantages pour la ville d'éliminer les PIA. Mais si vous mettez à la place du résident ou du commerçant, parce que ça touche certains secteurs de commerce, c'est quoi les désavantages? On aimerait ça être informé des plus et des moins pour avoir une vision claire dans quoi on s'embarque en laissant aller la possibilité d'abroger ces PIA sectoriels, on va dire. Donc, ça serait le fun d'avoir la contrepartie
Parce que là, on voit tous des avantages. Là, ça a l'air merveilleux pour la ville, mais est-ce qu'il y a sûrement, tu sais, le diable se cache dans les détails, puis ça serait pertinent pour les citoyens, je pense, de voir les côtés où ça risque de coincer là, pour les citoyens. Et mon troisième commentaire, plus pour le secteur là, Pionnière de Beauport, les terrains vacants, comment ce PIA-là s'harmonise-t-il avec la requalification du boulevard Sainte-Anne là, qui est en développement depuis une dizaine d'années, là, où on ne voit pas d'avancée significative? C'est quoi là, qui vient influencer quoi là, dans la démarche? Merci beaucoup. Allez. Est-ce qu'on a une réponse par rapport à ça? Ben, je ne sais pas si monsieur. Je ne suis pas sûre d'avoir saisi. En fait, si vous pouvez juste. Si vous voulez savoir comment le PIA va influencer le développement de ce secteur-là? Ben, oui, Okay. est-ce qu'il y a des éléments qui se rattacheraient à une requalification du boulevard Sainte-Anne? On sait que c'est en élaboration depuis une dizaine d'années, mais on ne voit pas d'évolution nécessairement. Là, mais est-ce que... Ben, c'est ça, comme je l'ai mentionné, il y a beaucoup de contraintes sur ces terrains-là. Je pense que c'est le prix de développement qui est très élevé. Donc, je pense que c'est un des freins au développement de ces terrains-là. Qu'il y ait un PIA ou pas, le développement, la requalification va se faire. Les normes de zonage, c'est la première chose qui oriente le développement d'un secteur. Donc, je ne sais pas si ça répondait. Pas sûr d'avoir saisi. Mais sinon, vous savez, c'est possible aussi de poser votre question dans la consultation écrite, puis qu'on puisse approfondir aussi la réponse aux besoins, monsieur. Merci beaucoup. Il n'y a pas de questions en ligne, donc allez-y, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, Yves Jobin, sur la rue des Pionnières de Beauport. Juste une précision sur l'usage H3, chambres et pensions. Je regardais rapidement la grille sur Internet avec le projet. Je voudrais juste me faire confirmer, je ne me trompe pas, c'est autorisé seulement dans la zone 53-120. 120. C'est autorisé seulement dans la zone 53-120. Je ne connais pas les zones par cœur avec tous les usages qui le permettent, mais... J'ai regardé les grilles tantôt, c'est tout du H2. H2, oui, c'est ça. H2, H1, H2. C'est ça. Et le H3, je l'ai vu juste dans la zone 120. C'est possible, oui. Qui est tout développé, les choses noires et blanches. Exact. Est-ce que c'est exact? C'est possible, oui. J'avais regardé toutes les... Je ne les connais pas par cœur, mais il me semble que j'avais fait le tour. La plupart permettent H2. Puis il y en avait une ou deux seulement qui permettent H3, puis ils étaient déjà développés. J'en ai vu une, parce que les deux grands terrains qui sont en front, les bâtiments qui semblent préoccuper tout le monde, je comprends. C'est le H2. C'est du H2, c'est des habitations collectives. Oui, exact. Et non pas des chambres et pensions. C'est ça. Bien, dans le H2, c'est vraiment une combinaison. Ça dit logement et des chambres. Puis il faut qu'il y ait un pourcentage là, qui soit vraiment 50%. Exact. Oui. Mais ce qui distingue, c'est ça, entre H2 et H3, c'est vraiment plus le type de logement qui se trouve. Dans le H2, c'est vraiment une combinaison de logements et de chambres. Puis H3, c'est que des maisons de chambre. Oui, c'est ça. C'est ça la distinction. C'est ça. Okay. Mais oui, ça peut influencer aussi le type de clientèle qu'il va y avoir. Et le type de construction. Oui. Exact. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Nous avons un commentaire et question en ligne. Je laisse la parole à Madame Lagier pour donner le commentaire ou la question. La parole est à vous. Oui, alors c'est commentaires et des questions de Elisa Véraud, qui est membre du conseil des quartiers de Sainte-Thérèse de Lisieux. Donc, elle nous dit, considérant que le principal enjeu est le décalage entre les objectifs du PIA et la volonté des citoyens d'aménager et d'occuper leur terrain. Là, on parle du PIA de Villonnet. Là, je crois bien que c'est le secteur Villonnet qu'elle mentionne, en fait. Donc, elle dit initialement, des plans d'implantation avec les aménagements paysagers projetés sont soumis pour l'évaluation du PIA. Cependant, ce sont les futurs propriétaires qui se chargent de l'aménagement paysager et ils ne sont ni informés ni des plans déposés par les entrepreneurs ni des critères de PIA. Pour mieux comprendre en quoi les changements demandés pour le secteur de Villonnet peuvent s'aligner avec les besoins actuels en logement. Donc, elle demande c'est quoi
les changements qui sont demandés pour le secteur, en quoi ça peut s'aligner avec les besoins actuels en logement. Parce qu'elle dit, vous avez nommé le lien avec le plan de mise en œuvre accéléré pour la vision de l'habitation, alors que le secteur semble composé principalement de grandes maisons. J'ai 3 questions. Les changements proposés permettent-ils de favoriser l'accès à des types de logements plus variés pour répondre à la demande actuelle? Et y a-t-il une volonté d'intégrer des logements plus abordables ou une diversité de typologies de logements dans le secteur villonnais? Et comment les changements du PIA pourraient-ils soutenir cette orientation? Et quels seraient les effets potentiels de ces changements sur l'attrait du secteur pour les familles monoparentales, les jeunes professionnels ou d'autres groupes ayant des besoins en logement spécifiques? Je termine. Elle dit, ceci étant dit, il se peut que cette consultation ne soit pas réellement en lien avec les 5 objectifs à atteindre via le plan de mise en œuvre accélérée de la vision d'habitation. Est-ce que les changements au PIA sont la seule option ou existe-t-il une possibilité de mise en place de réglementations alternatives qui pourraient assurer une cohérence esthétique et environnementale même sans PIA? Il n'existe pas de compromis qui pourrait être trouvé pour satisfaire les promoteurs et citoyens tout en maintenant des objectifs de présentation minimum. Elle se demande s'il n'y aurait pas des compromis. Et quels angles morts avez-vous identifiés? Donc, c'est un long commentaire avec plusieurs questions. Donc, peut-être qu'on peut, on peut commencer par la première partie là, du commentaire. Oui. Si ça vous va, oui, merci beaucoup, Mme Lagier. Donc, on parle bel et bien de l'aspect de Villonnet, le PIA de Villonnet dans le quartier de Sainte-Thérèse-des-Lisieux. On va y aller partie par partie, on va y aller par quelques-unes des parties, puis on va y aller direct pour les questions. On prend le commentaire en considération. Mme Delisle-Côté, pour les premières parties de questions, est-ce que vous avez une réponse? Oui, bien, je vais essayer de répondre à peut-être le plus gros morceau que j'ai retenu, puis je vous inviterai peut-être à déposer votre question à la consultation écrite pour qu'on puisse décortiquer ça puis répondre mieux. Mais ce que j'ai retenu, la chose principale, c'était comment le futur développement peut répondre aux besoins de logement. Parce que je l'ai mentionné, on visait, là, on a parlé du plan accéléré là, pour la vision de l'habitation. Le lien à faire avec les PIA, c'est vraiment que le mandat là, qui a été donné par le Conseil de ville à la section de l'urbanisme de la Ville de Québec, c'était de réduire au maximum les délais de permis. Donc, c'est là le lien. Parce que c'est vraiment des embûches majeures là, selon autant les développeurs que les citoyens. Puis l'autre portion de la question, c'était par rapport à comment le Villonnet peut répondre aux besoins en logement, donc en offrant des logements diversifiés. C'est sûr que la première phase, là, on a vu beaucoup des jumelés, des bifamiliaux. Ce qui est prévu au gré de zonage, c'est 2 logements. Donc, il peut y avoir 2 logements par bâtiment. C'est sûr que le PIA, comme on l'a mentionné, n'a pas d'impact sur ces normes-là, donc ne peut pas obliger à ce que ça soit, par exemple, des maisons rangées ou des duplex ou des choses comme ça. C'est vraiment le zonage permet 2 logements. Le PIA ne peut pas contraindre le type de logement qu'il va y avoir. Fait que, je ne sais pas si ça répondait à une portion, en tout cas, là, que j'ai compris. Une bonne partie de la question. Est-ce que vous voulez compléter, M. Boutin, aux besoins? En fait, c'est ça, c'est que le développement propose un produit famille. Lauriane, ma collègue, l'a très bien dit. Donc, on cherche les familiales jumelées. Puis, tu sais, qu'on soit d'accord ou pas, c'est un produit qui est encore en demande. Puis, si on ne le permet pas, en fait, si on ne le rend pas accessible, les gens vont aller en périphérie. Tu sais, vous êtes pas sans savoir que ça se développe aussi en périphérie de la Ville de Québec. Donc, ce produit est quand même recherché par un certain nombre d'acheteurs. Puis, pour renchérir un peu sur les délais de permis, effectivement, ça va sauver du temps, ça va sauver aussi de l'argent aux citoyens parce que je ne veux pas, c'est que à la place d'une demande globale d'analyse du projet, puis on parlait de topographie, bien, chacun des demandeurs devait embaucher son consultant. Après ça, on voyait des aménagements sur le terrain qui ne se parlaient pas parce que les consultants proposaient des choses différemment. Donc, ce que ma collègue Lauriane disait, c'est de prendre en amont. Donc, si on peut travailler les terrains en amont, prévoir, exemple, je ne sais pas moi, 5 terrains, on fait l'étendue des 5 terrains, on fait le drainage en conséquence, on peut voir les servitudes en conséquence, fait qu'on s'assure aussi que les terrains sont constructibles et viables en totalité pour implanter des cabanos, des piscines ultimement, même le jeu, des jeux pour enfants. Parce que dans certains cas, on n'y pense pas. Les gens achètent le projet, ils achètent le terrain,
passe la maison, mais oups, le cabanon, la piscine, ça vient plus tard, mais des fois, il ne reste plus nécessairement d'endroit pour faire ces aménagements-là. Donc, il y a des choix qui doivent être faits. Fait que ça, c'est un petit peu plate aussi pour les citoyens et les futurs acheteurs. Fait qu'on s'assure que les acheteurs qui achètent ces sites-là puissent les développer à leur plein potentiel, tout simplement. Fait qu'on parle de vision en amont pour penser à tous ces aménagements-là qui sont coûteux aussi pour les citoyens, parce que faire des talus, faire des soutènements, c'est très, très coûteux. Les gens n'ont pas nécessairement l'argent pour les aménager. Donc, de remettre ça un peu dans la cause promoteur, qu'il y a l'équipement, il y a l'expertise en termes de niveau ingénierie, ben, ça peut se prévoir en amont, là, tout simplement. Là. Fait que je le vois de cette façon-là. Merci beaucoup, M. Boutin. Je sais aussi qu'on peut compléter aussi vos réponses aussi par écrit. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse prendre une autre question en ligne et au besoin, pour compléter, on reviendra à la question de Mme Véro. Est-ce que nous avons d'autres questions en ligne, Mme Lagier? Oui, en fait, on avait 2 autres questions en ligne, dont une avec commentaire. On a répondu par écrit. Je vais vous poser une autre question de Steve Martel qui demande, est-ce que des commerces comme des cafés, stations-service, banques, boucheries, etc., pourraient être développés du côté sud des Pionnières de Beauport? Alors, je crois que ce n'est pas vraiment en lien avec le sujet des PIA, mais à vérifier, là, donc peut-être avec Mme Côté de Lille. Parfait, merci. Est-ce que c'est une question? Ben, je peux y aller de mémoire. J'ai regardé les grilles récemment, puis toutes les zones en face des Pionnières, là, les grands terrains qu'on voyait, c'est que des usages résidentiels. Il n'y a pas de commercial. OK, mais donc, ce n'est pas en lien avec le PIA qu'on traite ce soir. Non, c'est pas en fait, lien, c'est dans les grilles de zonage. Il faut aller vérifier quels sont les usages permis. Dans le fond, ça, c'est la réglementation de zonage. OK. Exact. Merci. Merci beaucoup. Avons-nous d'autres questions ou commentaires en ligne? Non, s'il n'y en a pas d'autres, on va revenir à la salle. Avons-nous des questions ou des commentaires en salle? Oui, madame. Vous parlez justement le 53-125 MB, la question que M. Martel vous a posée comme tout à l'heure. Vous dites qu'il n'y avait pas là, vraiment de... J'y allais de mémoire, je ne les connais pas par cœur. Parce que là, moi, d'après ce que j'ai pu voir, qu'est-ce qui était fourni avec le sommaire décisionnel, le 53-125 MB. MB, ça, c'est en face, c'est de l'autre côté du boulevard Sainte-Anne? Non, c'est juste en face des Pionnières. C'est le terrain qui est juste en face de Roussin. OK. Qui part du rond-point, qui vient qui greffer juste au centre du terrain là, du 105 et du 109. Et je vois très bien qu'il y avait des commerces, restaurants, débits d'alcool qui étaient quand même là, indiqués là, sur la grille. OK, c'est possible. Parfait, merci pour compléter votre commentaire. Allez-y, madame. Bonsoir. Bonsoir, on va aller par la plus facile. 20 novembre, c'est à quelle heure et où? Donc, en fait, le 20 novembre, c'est le mercredi 20 novembre pour la demande d'opinion du Conseil des quartiers des Chutes Montmorency. Mais où? À quelle heure? Oh, au Centre communautaire des Chutes, à la salle Fleur de Lys. Au pivot. Okay. Oui, je suis allée plus officielle. À partir de 19h. À cet endroit-là, je pense qu'ils vont parler plus de ce qui se passe pour les Pionnières de Beauport. Exact. En fait, là, comme je vous dis, ce soir, si on parle général des PIA dans l'ensemble de l'arrondissement de Beauport, et lorsqu'il va être le temps de faire les demandes d'opinion au conseil de quartier qui se déroule dans leur séance ordinaire, on va faire la présentation qui va être plus précis dans le quartier. Donc, si je comprends bien, pour cet élément que vous nommez, c'est le mercredi 20 novembre à 19h au pivot, non officiel, Centre communautaire des Chutes, à la salle Fleur de Lys. Et sachez que quand vous allez sur la page web des consultations, il y a les liens aussi des conseils de quartier qui vous dit aussi les dates des séances ordinaires. Donc, la prochaine, qui est en novembre, c'est là que les conseils de quartier feront des demandes d'opinion. OK. C'est la question. Là, les PIA que vous présentez aujourd'hui, c'est pour uniformiser plus dans la ville, par les arrondissements, la façon de faire. Construire des choses, construire des bâtiments. Oui, bien, en fait, ce qui est proposé, c'est de retirer les PIA qui sont spécifiques à ces secteurs-là, parce qu'on a des PIA qui sont plus d'ensemble, qui s'appliquent partout sur le territoire. C'est l'idée. C'est pour ça que celui de Pionnière va être abrogé, parce qu'il est différent de toute la ville. Bon. Exact. Mais à part de donner d'avoir les permis plus rapidement, c'est quoi l'autre modification? Ça permet des constructions plus
différentes, plus diverses? Il y a moins de restrictions, c'est tout ça? Ben, c'est quand les citoyens le vivent qui voient vraiment, c'est vraiment compliqué, puis c'est Oui, lourd c'est comme processus. très lourd. Il faut passer plusieurs étapes. Et souvent, ce qui arrive que je n'ai pas mentionné dans le processus, c'est que on commence, on dépose le permis, on dépose les plans, il y a l'analyse technique. Souvent, la personne dit ben là, il y a telle chose qui ne marche pas. Là, le citoyen doit refaire des plans jusqu'à temps que ça fonctionne. Une fois que tout est complet, là, on passe au PIA avec les critères. C'est des critères qui sont durs à anticiper pour les citoyens parce qu'il y a une part de subjectivité. C'est des critères qui sont très larges. Donc, c'est vraiment pour diminuer aussi la complexité pour les citoyens. C'est très méconnu, les PIA. Je ne sais pas si tout le monde était, avant de venir ici, de savoir c'est quoi, tu sais. Puis vous n'êtes pas les seuls. La plupart des citoyens de la ville ne connaissent pas ça. Fait que c'est beaucoup de stress quand on fait une demande de permis, surtout pour une propriété. Là, je parle de Villonnet, que c'est votre maison de vie. C'est beaucoup de stress aussi pour les citoyens. Oui, bien, Chute Montmorency. Oui. C'est ce que vous mentionnez. Je vais vous donner un exemple concret, si c'est possible ou pas. Peut-être que le 20 novembre, j'aurai plus de réponses, mais est-ce que c'est possible qu'ils arrivent et bâtissent un bâtiment de 20 étages en plein milieu de la place? Une préoccupation sur la hauteur, en fait, que oui, vous avez. La hauteur. C'est ça votre préoccupation, en fait. Votre préoccupation, c'est la question de la hauteur. Oui, une d'entre elles. Oui. OK, allez-y. Super. Le PIA ne touche pas la hauteur des bâtiments. Donc, ça, c'est quelque chose à part. C'est quelque chose qui est les hauteurs maximum. Ça, c'est au niveau des normes. C'est quand on commence le processus. Ça demeure. Ça va pas être touché par les modifications. C'est la chose de zone, ça? Oui, c'est ça. Mais quand c'est marqué 4 étages. Quand c'est marqué 4 étages. Minimum, mais il n'y a pas de maximum. Il n'y a pas de maximum au niveau des grilles. Fait que là, tu peux aller à la ben là, j'ai un exemple. Attendez un petit peu. On peut peut-être regarder. Là, c'est tout petit. Oui, parce que je ne sais pas si on peut aussi, zoomer. Attendez, je pense qu'on est capable de zoomer. Zoom. Là, je vous donne un exemple. Ça, ce n'est pas une grille de votre secteur. Non, non. Mais il y a le nombre d'étages, mais il y a aussi la hauteur qui est importante. Donc, des fois, c'est possible qu'il n'y ait pas de nombre d'étages maximal, mais de hauteur maximum. Dans le secteur des pionnières, c'est beaucoup plus le nombre d'étages, de hauteur, pardon. Donc, ça varie entre 13 et 20 mètres. Donc, c'est des bâtiments de 4 étages en majorité. Pour la rue des Pionnières, je crois que c'est 6 étages de mémoire. La chose que tu viens de dire, c'est où tu es écrit, là, 13 et 20? Ça, c'est un exemple, c'est pas celle de votre secteur. Non, c'est pas mon secteur, mais comme nous autres, la hauteur maximale, c'est 11 mètres. Ça, c'est dans le secteur au nord de Beauport. Oui, c'est correct. Je veux juste comprendre la grille. Oui, c'est ça. Parce que je n'ai peut-être pas vu des PIA, mais je n'ai pas vu plus ces grilles-là avant. Ben non, c'est normal. C'est normal. Si on ne passe pas dans ces processus-là, on ne les voit pas du tout. Pour Pionnière, vous avez dit, ce serait quoi le maximum? Pour la rue Pionnière, je crois que c'est 20 mètres. C'est des bâtiments qui sont pratiquement entièrement construits. Là. Il en reste 2 à construire, je crois, comme Madame a 3. Donc, c'est le même maximum que les bâtiments actuels. Ça ne peut pas aller au-dessus de ça. Là. Ça, c'est pas modifié. Parfait. Attendez, excusez-moi, on va y aller une chose à la fois. Merci, merci. Madame, pour compléter. C'est l'autre bord de la rue, là, c'est ça. La rue des Pionnières, mais au sud. L'autre bord de la rue, c'est pas mal le eux qui sont... on va laisser Mme Denis côté répondre. Puis par la suite, si M. Gosselin veut compléter quelque chose, allez-y. Puis on va aller vers une autre question. Allez-y, Mme Delis. C'est parce que c'est des terrains vagues présentement. Oui, c'est des terrains vagues. Là, est-ce que je peux vous dire pour les 3 édifices à côté, que bon, ça va être 4 étages maximum, mais des terrains vagues en avant, est-ce que ça peut être 20 étages? 30... Non, c'est impossible, 20 étages. C'est impossible. De mémoire, c'est entre 13 et 20 mètres de hauteur. Ça donne environ entre 4 et 6 étages, le maximum. Là. Okay. Mais je pense que c'est même plus bas que ça. Je pense que le maximum, c'est plus 4. Okay. 2 étages. Les promoteurs vous ont dit qu'il y avait un maximum de 2 étages. Oui, oui.
Fait que, si vous voulez, on va y aller peut-être avec, oui, un commentaire. Oui, pour compléter, allez-y avec le commentaire. En complément, bon, dans le fond, c'est parce que nous, quand on a acheté nos copropriétés, je vais me pencher Oui. comme ça. On va monter. Ah, OK, c'est mieux comme ça. Parfait. Bon, quand on a acheté, les promoteurs nous ont tous dit que le maximum, c'était 2 étages. Il y avait même un plan. Il était supposé avoir des petits commerces, stations d'essence, petits restaurants. C'est pour ça que vos commentaires que vous avez eus. Mais ça ne devait pas dépasser 2 étages. Je sais qu'à un moment donné, il est passé de la publicité dans les blocs nous disant que la ville voulait modifier le règlement. Ça, c'est une autre affaire. Mais c'est tenu mort. Ils ont dit non, ça pas en face de chez vous, c'est plus loin. Mais c'était 2 étages. Ça ne se modifiera pas, là. On ne peut pas modifier ça. C'est un peu ça notre inquiétude aussi. Oui, je comprends. C'est qu'aujourd'hui, ça ne touche pas au niveau de la hauteur. Okay. Là. Donc, s'il y a des modifications au niveau de la hauteur, ça va être le même processus. Donc, il va y avoir aussi une consultation publique. Quand on vient modifier les hauteurs au zonage, il y a une possibilité de référendum aussi. OK. Il y a une possibilité de référendum. Oui, c'est ça. Fait que M. Melançon est peut-être au courant. Oui, ça sera vraiment. Fait que si je comprends bien, là, pour la consultation de ce soir PIIA, les hauteurs, ça ne touche pas. Puis si soit vous revenir, il faut refaire un processus de démarche de participation publique. Parfait. Je sais que vous voulez compléter quelque chose. Puis ensuite, il y a quelques réponses qui ont été faites en ligne, puis on va pouvoir les lire. Ça peut permettre aussi de compléter puis d'éclaircir certaines questions auprès des citoyens en salle. Monsieur Gosselin, oui, pour compléter la présentation. Pour l'exemple de madame, là, avec la possibilité d'avoir un édifice de 20 étages, là, ça prendrait une modification de zonage. Comme madame Côté vient de le dire, là, c'est un autre processus. Il faudrait que les élus soient d'accord. Les citoyens ont possibilité de faire un référendum aussi. Donc, on n'est vraiment pas là. Merci beaucoup, M. Gosselin. Il y a certains éléments de réponse. Oui, avancez, puis on va prendre une question en ligne, puis on va vous prendre monsieur. Oui, attendez quelques instants. Il y a aussi, je veux vous référer aussi aux pages web. Si on avait parlé des moyens de communication, vous avez aussi la page web de la consultation, puis il y a aussi un principe de qu'est-ce qu'un PIIA pour les travaux soumis à un PIIA qui va permettre de décortiquer aux besoins. Vous avez des questions puis des commentaires. Allez-y rapidement, monsieur, puis ensuite... Je viens juste de vérifier les grilles pour répondre à votre question. Là, la station et l'immeuble et les condos à côté, c'est 20 mètres la hauteur maximale. Et devant les 2 terrains, c'est 13. C'est 13, c'est ça. Donc, les terrains les plus près du cap, là, ceux qui sont rue Pionnière, puis tout ça en arrière, c'est 20 mètres. Ça équivaut à 5, c'est 7 étages. Puis en avant, c'est 13 mètres, c'est 4 étages environ. Merci beaucoup, monsieur. Est-ce que nous avons d'autres questions en ligne ou des réponses qui ont été faites par écrit pour permettre aux citoyens en salle de les entendre? Madame Lagier, la parole est à vous. Oui, donc on avait un commentaire et une question d'une personne qui s'identifie AB. Donc, je vous inviterai peut-être à vous renommer pour qu'on puisse vous nommer correctement. Donc, qui nous disait donc que le PIA impose des types de matériaux et des pourcentages minimums de matériaux à utiliser pour assurer une qualité architecturale au bâtiment. Donc, la personne pense que l'argument qu'on donne est fallacieux pour démontrer qu'un bâtiment construit avec PIA et sans PIA sont de même qualité architecturale. Il dit que ça semble fallacieux en ce sens que vous ne démontrez qu'un seul exemple choisi pour les besoins de la présentation pour en tirer une généralité. Il dit il ou elle, les PIA sont là pour assurer des qualités minimales de matériaux et une uniformité dans les quartiers. Le retrait de contraintes de matériaux vous l'apporte à l'utilisation de matériaux bon marché et peu durables. Qu'avez-vous à dire sur ce sujet? Donc, peut-être juste vous dire, monsieur ou madame, qu'on vous avait répondu par écrit. Là, je prends la peine de lire votre commentaire parce que vous l'avez reposé. Alors, j'ai peut-être l'impression que vous pensiez qu'on ne l'avait pas pris en compte. Peut-être qu'on peut donner des précisions sur le règlement d'harmonisation sur l'urbanisme de la ville qui encadre quand même, je crois, les matériaux. Donc, je ne sais pas si Lauriane, tu peux donner des explications là-dessus? Oui, bien, les exigences au niveau des matériaux, de façon générale, on retrouve plutôt ça dans les grilles de zonage. Les PIA, ben, comme je vous l'ai dit, c'est des critères plus généraux où on vient dire que les matériaux s'harmonisent, on parle plus des tonalités, des choses comme ça, mais si on veut interdire certains matériaux, ça va vraiment plus être dans les grilles de zonage comme telles. Parfait. Et puis, je continue sur une autre question de
Monsieur ou Madame Dorion qui nous dit: le PIA général de la ville est-il plus permissif au niveau des hauteurs, usages, etc., que les PIA sectoriels de Beauport que vous voulez abroger? En fait, d'abroger le PIA de secteur, est-ce que cela donne d'autres pouvoirs à la ville qui sont présents dans le PIA applicable à l'ensemble de la ville? Donc, peut-être là encore, préciser qu'est-ce qui concerne le PIA, qu'est-ce qui concerne le zonage, parce que la personne parle d'auteur et d'usage, mais c'est peut-être pas dans les PIA qu'on a ça, justement, là. Madame Côté de Lille. Exact. C'est ça. Donc, autant les PIA de Beauport que les PIA qui s'appliquent à la grandeur du territoire de la ville, les PIA ne touchent jamais les types d'usage et les hauteurs des bâtiments. C'est vraiment plus des critères au niveau architectural, d'harmonisation, comme je vous ai donné des exemples au niveau de l'aménagement des terrains, des choses comme ça. Parfait, merci. Merci beaucoup, Madame Lagier. Est-ce que nous avons d'autres questions? Oui, monsieur, avancez. Bonsoir. Bonsoir, Daniel Perrault, 107 des Pionnières, depuis un an qu'on est là. Alors, là, je dois avouer que je suis un petit peu confus, même pas mal. Ce que je comprends, c'est que les règlements d'harmonisation, ce n'est pas la PIA, c'est ça? Exact. Et ce qui ne correspond pas non plus aux normes de zonage exact. Ou grilles de zonage. Alors, ce qu'on a là, c'est quoi ça? Grille de spécification? Oui, c'est un autre terme, grille de zonage, grille de spécification. Ah, vous avez beaucoup de synonymes comme ça? Oui, Ah, oui, okay. Vous avez raison. OK. Non, mais c'est parce que, tu sais, pour des non, mais des oui, gens vous avez comme raison. nous, qui Je vais le modifier dans ma là. présentation. Alors, si vous pouviez mettre à l'écran la grille de spécification 53-123 HC. Je ne les ai pas toutes à portée de... Est-ce qu'on peut mettre sur Internet? On peut avoir accès. Ben, tu as un PDF pour ça, non? On n'a pas toutes les grilles de zonage avec nous, mais... Je vais faire une présentation sur ça, vous ne les avez pas tous, c'est bon. Ben, c'est que la présentation ne touche pas aux grilles de zonage, justement. Là, non, mais on nous envoie les documents puis on les a reçus. Oui, ça fait partie du projet de règlement. Ben, c'est ce que je dis. Mais oui, il n'y a pas de problème. On peut le... On va prendre le temps. On va prendre le temps, monsieur. C'est correct. Prenons-le le temps. Puis souvent, OK, la présentation, ça vous permet de savoir les fiches de modification réglementaire. C'est souvent ce qu'on met auprès du public pour bien regarder les choses, puis que ça vous permet de bien se comprendre, parce que je pense qu'il y a beaucoup de confusion depuis le début dans tout ça, parce que ce n'est pas les mêmes termes qui sont employés, ça ne réfère pas aux mêmes choses, etc. Il y a une question de terme, mais si vous voulez, après, on peut prendre le temps de regarder la question du zonage, le PIA, pour bien différencier et que ça soit clair pour tout le monde. Donc, attendez quelques instants, on va regarder. OK, il va pouvoir le brancher. C'est là, monsieur. Quelle est la, en fait, pouvez-vous oui, la zone, la grille? Parce qu'on est prêt. 53-123 HC. Je l'aime, celle-là, parce que c'est là que je vous permet de le brancher. Vous l'avez, là? Ça va être sur le gros écran. Ça va être sur le gros écran, justement. Oui, j'attends. Est-ce que vous voyez bien? Ah, super. Si on fait grossir un peu l'image, ça serait bien. Alors, votre question, monsieur? Ben, il va grossir un petit peu, là. Bon, puis rien qu'à fermer le volet à gauche, on n'a pas besoin de ça. Non, mais sérieux, là, tu sais, je veux dire.
Et voilà. Bon, super, super. Alors, ça, je comprends, c'est une grille de, bougez pas, une norme au zonage, une grille de zonage ou une grille de spécification. Oui, c'est toute la même chose. c'est toute la même Est-ce qu'il y chose. en a d'autres comme ça, des Non, synonymes cachés? vous avez fait le tour. OK, bon, Ouais. super. Alors, quand je lis ça, parce que c'est ça que j'ai lu au début, bon, ça nous dit habitation, 24 logements isolés, bon, etc. Mais ce qui m'intéressait, c'est surtout l'autre partie, le bâtiment principal. Là, je veux juste comprendre, m'assurer que je lis bien la chose. Alors, ce que ça nous dit, c'est que le bâtiment devrait avoir une hauteur maximale de 20 mètres. Ouais. Nombre d'étages minimal 3, maximal 4. On n'est pas dans 5 ou 6, là. Pour celle-là, c'est 4. C'est ça? Alors, c'est ça. Ça Oui. Vraiment, ça, On touche pas à ça. ça bloque la hauteur de construction dans cette zone-là. C'est une zone, c'est déjà, enfin, dans cette partie-là. Là. OK. Parfait, parfait, parfait. Puis, pour le reste, ben moi, je n'ai rien d'autre à rajouter. Là. Je voulais juste bien comprendre parce que c'était vraiment pas clair aux affaires. OK. Est-ce que là, c'est plus clair, monsieur? Ben là, oui, parce que là, on sait c'est quoi ça. PIIA, c'était quoi? Ça vient d'où? Quels sont les détails? Il y a une question qui a été posée tantôt et qui n'a pas eu de réponse. C'est quoi le côté négatif si on fait sauter les PIIA? Vous avez parlé beaucoup des côtés positifs, mais quels sont les côtés ou les aspects négatifs à tout ça? C'est sûr que je peux quand même répondre. C'est sûr qu'il y en a. Oui, c'est ça. Il y a moins de contrôle sur les projets, c'est sûr. OK. Alors, quand on parle de citoyens, ça inclut aussi les promoteurs. Attendez, on va finir la réponse de madame. Merci. Il y a moins de contrôle général. Par contre, comme je l'ai dit, au niveau de la qualité des bâtiments, on ne peut pas gérer la qualité, la beauté des bâtiments. C'est plus une question d'harmonisation entre les bâtiments. Si le bâtiment de droite et de gauche sont moins beaux, ben, ça va s'harmoniser avec celui-là. Fait que ça ne rehausse pas nécessairement la qualité architecturale. Je ne sais pas si ça répondait à votre question. Y a-t-il d'autres éléments ou c'est. Non, c'est tout? Un complément, M. Gosselin, pour la réponse de Mme Delisle-Côté? Oui, en fait, si vous voulez savoir pourquoi on fait ça. Ben, pour commencer, oui. OK. C'est assez hein, simple. Puis vous voyez la complexité des PIA, puis du zonage, puis des spécifications. Vous voyez, ce soir, M. Mélenchon aussi, moi-même, ça fait depuis 2017 qu'on est élus, puis c'est compliqué. C'est notre quotidien, puis on ne serait pas capable de vous l'expliquer. Fait qu'imaginez comment c'est compliqué, donc c'est normal d'être mêlé. C'est assez simple, c'est des outils qui sont mis en place, qui souvent nous sont présentés aux élus lorsqu'il y a des nouveaux projets par les équipes de la ville. Puis, entre 2017 et 2021, je peux vous dire qu'il y en avait beaucoup de ça. Comme Lauriane vient de le dire, c'est vraiment des outils de contrôle. Là, avec la nouvelle administration depuis 2021, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ces outils de contrôle-là ralentissaient les processus, faisant en sorte que ça coûtait beaucoup plus cher. Pour finalement, ça ralentissait, puis ça donnait pas vraiment de différence au bout du compte. Donc, c'est pour ça que la nouvelle administration a demandé, évidemment, avec le contexte actuel, la crise du logement, on a 1,09 de taux d'inoccupation sur le territoire de la Ville de Québec, a dit, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour rendre la vie plus simple aux citoyens, aux nouvelles familles, par exemple, moi, dans mon secteur, dans le nord de Villonnet, qui veulent se construire, tout en s'assurant qu'on ne fait pas n'importe quoi non plus, qu'on développe de façon harmonieuse. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, l'administration s'est penchée là-dessus, puis on dit, on a des PIA qui mettent les bâtons des roues pour absolument rien, puis qui rallongent les processus. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça ici ce soir. Puis en même temps, ça donne l'occasion de faire une soirée comme ce soir, puis de vous entendre, puis de prendre des notes, puis de voir c'est quoi les préoccupations du terrain aussi. Puis ça, c'est pas perdu, c'est vraiment pas rien. Quand vous parlez des hauteurs, là, le collègue M. Mélenchon là, en parle régulièrement dans votre secteur. Là, on le sait que c'est une préoccupation, c'est très clair. Donc, ça sert à ça aussi. C'est vraiment pas perdu là, que vous êtes présenté ici ce soir. Mais moi, je peux vous dire que pourquoi on fait ça, c'est vraiment parce que en anglais, c'était du red tape. Là. Ça ralentissait
beaucoup les choses, puis c'était pas vraiment nécessaire pour la suite des choses. Merci, M. Gosselin. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre en complément, complément, puis ensuite on va revenir aux questions du public. Votre synthèse était très bonne aussi, M. Gosselin, mais puis c'est correct. Ce qu'on veut vous mentionner là-dessus, c'est que vous avez très bien amené le sujet. C'est qu'au niveau de la grille de zonage, on la tasse, elle est déjà là. Elle a des spécifications au niveau de la grille de zonage. Le pays a des limites. Mme Lauriane a été quand même très transparente. Elle vous a dit qu'est-ce que ça peut faire enlever un PIA. C'est sûr qu'on a un peu moins de contrôle sur les constructions, mais on ne peut pas faire n'importe quoi. Ça, je comprends. Je vous donne un exemple. À l'arrondissement, présentement, là, le rôle de l'arrondissement est assez précis. On parle de zonage, de dérogation mineure, puis on avait une mainmise aussi sur les PIA, on ne se le cachera pas. Donc, ça pouvait nous donner un exemple sur un PIA, une certaine structure, le nombre d'arbres, ce qu'on appelle l'agencement architectural, on pourrait avoir ça, mais ça a quand même des limites, je comprends. Ce que M. Gosselin a dit, c'est vrai, c'est qu'à un moment donné, il y avait des petites modifications à faire. Hein, par exemple, sur un constructeur ou une personne qui se construisait, il y avait une petite modification à faire qui était banale, mais il refaisait tout le processus au complet. Ça veut dire, il se conçoit en juillet, là, on est rendu au mois d'août. Parce que ça prend un mois, il faut passer à CECQ, il faut passer à un paquet de processus. Nous, on a établi qu'on est capable de faire la part des choses avec ça. Mais je répète, là, vous êtes ici ce soir, puis je trouve ça remarquable. Vous, ce qui vous préoccupe, c'est premièrement, on ne veut pas avoir de maison de chambre, on ne veut pas avoir d'usage, on peut avoir ça, et on se comprend, et ça ne touche pas le PIA, ça va toucher un beau problème que M. Godin va avoir au Conseil des quartiers, ce n'est pas un problème, mais il vous écoutez. Donc ça, on pourra faire des amendements concernant les usages, et ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais au niveau des hauteurs, au niveau des gabarits, c'est pas touché là-dessus, puis on ne peut pas faire n'importe quoi. Ça, je tiens à vous le dire. Puis on va être très précis. Quand on touche à des hauteurs, je peux vous dire que moi, pendant mes 6 ans que je suis là, la chose que j'ai entendue le plus, c'est des percées visuelles, OK? Puis je comprends parfaitement, puis c'est correct. Et les hauteurs. Et ça, il faut aller en changement de zonage, et c'est un processus d'ouverture de registre, référendum, puis etc. Ça, c'est très complexe. Puis quand les gens ne veulent pas d'hauteur, ben, vous avez des recours possibles. Comme ce soir, et là, j'ai une petite précision à faire à la dame solaire. Elle dit, M. Mélenchon, on a regardé ça. Vous avez comme accepté ça, c'est pas ça. C'était un projet de règlement qui était entériné par la Ville, un projet de règlement qui passe par ce qu'on a mentionné tout à l'heure, consultation publique, conseil de quartier, etc. Donc, le projet de règlement, on vous écoute, vous nous donnez vos préoccupations. Le conseil de quartier va vous écouter. Mme Lefrançois, ici, pour ne pas la nommer, en passant une ancienne collègue, va se présenter. Et là, ils vont nous faire des recommandations et nous, on va suivre les recommandations par vote à l'arrondissement. C'est tout simplement ça que je voulais vous dire ce soir. Puis je trouve ça, en passant, petite précision, je trouve ça remarquable, vos interventions. Moi, je trouve que vous êtes vraiment une note sur 10, je vous mets 10. Vous êtes préoccupés, vous avez des interrogations. Ça s'est fait dans les règles de l'art. Je trouve ça extraordinaire. Puis s'il y a quoi que ce soit, mon adjointe est ici avec une multitude de cartes d'affaires. Vous toujours m'appeler. Il n'y aura pas de problème là-dessus. Parfait? Merci. Merci beaucoup, M. Mélenchon. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires pour la présentation? Un commentaire. Dernier commentaire, M. merci. La logique de débureaucratisation, dans le fond, c'est ce dont on parle. Là. Puis je comprends aussi que grâce aux grilles, de spécification, on a un verrou concernant les hauteurs. Ça va? Bon. Puis ensuite, le reste, ça sera négocié. C'est ça? Okay. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres commentaires ou questions? On va relancer. Je relance en fait en ligne à savoir si on a une question ou un commentaire et sinon nous allons aller en salle. Puis si vous voulez, messieurs, on va continuer auprès des citoyens vraiment leurs questions et leurs commentaires. Est-ce que Mme Lagier, nous avons des questions? Oui, on avait une question tantôt de Marie-Claude Rousseau. On a répondu par écrit. Donc, peut-être que ce n'est pas facile pour les gens en ligne de voir où sont les réponses écrites. En fait, il y a une petite bulle en dessous de votre commentaire. Il y a une petite bulle, puis vous pouvez cliquer dessus et vous voyez la réponse. Donc, je vais quand même la lire pour le bénéfice des gens en salle. Donc, Mme Rousseau demandait, donc, où peut-on trouver la liste des critères propres à un PIA? Où est-ce qu'on trouve la liste des critères propres à un PIA?
Oui, dépendamment du PIA, donc peut-être si vous envoyez la question par commentaire écrit, là, on va pouvoir vous envoyer directement. Donc, pour le PIA des Rapides et Villonnet, c'est intégré dans le règlement de l'arrondissement de Beauport. Je ne connais pas les articles par cœur, mais de mémoire, c'est autour de 945 points quelques. Mais il y a vraiment, ça fait partie intégrante du règlement de Beauport, les critères du PIA. Puis pour celui de Boulevard Chute et Carrière, je vous avouerai qu'il n'est pas facile à trouver. C'est un vieux règlement qui date de 2004. Il est complètement à part. Non, pas, mais pour un règlement, c'est vieux, pas pour. On va laisser Mme Delis continuer. Mais celui-là, il est à part. Il n'a jamais été intégré dans notre règlement harmonisé de l'arrondissement. Donc, celui-là, c'est le 2000-041, mais je pense que ça serait plus simple si vous voulez l'avoir qu'on vous le transmette là, directement. Donc, on vous invite aussi à déposer. Donc, on vous invite à déposer votre commentaire aussi par écrit pour qu'on puisse vous revenir là, prochainement. Merci beaucoup, Madame Delis-Côté, et à la citoyenne. Votre question ici, Madame, en salle, votre nom? Bonjour, mon nom c'est Audrey Croteau. Je suis aussi administratrice du conseil de quartier là, des Chutes-Montmorency. Je trouve ça très intéressant la question que la dame a posée parce que je trouve que malgré toutes les interventions qui sont faites, pour moi, ça reste quand même très flou. Plus spécifiquement là, par rapport à ce qu'on a parlé durant la soirée, là, carrière, mon Dieu, je ne me souviens plus du... Oui, c'est ça. Moi, je n'habite pas dans ce quartier-là, donc je suis intéressée quand même d'entendre ce que les gens ont à dire. Première question, quelle est la superficie couverte de ce PIA-là? Je ne sais même pas, ça avait l'air de couvrir quand même une grande superficie, mais moi, je trouve que pour la présentation qui devrait être faite au conseil de quartier, ça devrait être beaucoup plus détaillé sur la superficie, ça couvre quelle rue, qu'on voit spécifiquement qui est touché. Moi, je me dis quand même que le PIA, il va avoir certainement des avantages au niveau de l'aménagement. Des fois, on se promène en ville puis on en voit des projets qui sont laids. Là, je veux dire, moi, personnellement, je vais souvent Louis XIV, Beau-Royal. Là où ils ont construit là, les édifices, il y en a un qui a brûlé. Là, je trouve ça affreux. Là, je ne sais pas comment ça a passé puis ça a construit. Fait que, je me dis, un PIA, ça a quand même ce bénéfice-là de faire en sorte que c'est harmonieux dans l'environnement. Donc, c'est sûr, ça va plus vite, sauf qu'en même temps, ça va être quoi les effets? Donc, vous venez de parler du règlement, là, donc je serais intéressée, c'est sûr, à l'avoir là, pour voir qu'est-ce que ça vise spécifiquement. Puis, dans le document, vous faisiez mention là, à la dernière page. De façon générale, l'utilisation du PIA est inéquitable puisque le même projet dans un autre secteur de Beauport n'y sera pas assujetti. Avez-vous des exemples concrets, justement, de qu'est-ce que ça change, dans le fond? Si vous comparez deux projets, je ne connais pas l'autre projet, mais y a-t-il moyen d'avoir un petit peu plus de concret dans la présentation pour voir qu'est-ce que ça va avoir comme effet pour ce secteur-là? Merci beaucoup. Madame Delis-Côté. Je pense que c'était plus un commentaire pour la prochaine séance d'opinion. On va essayer de trouver des images un petit peu plus concrètes, mais ce qu'on voulait dire par là, c'est que le PIA, il s'applique vraiment à des zones spécifiques. Donc, le même projet qui est juste situé dans la zone directement à côté, il y aurait le même projet qui serait déposé là, il ne serait pas encadré par le PIA. Fait que c'est plus ça l'inéquité. Le même projet, là, ça serait le même promoteur avec les mêmes plans, dépendamment de où il va acheter son terrain, il n'y aura pas les mêmes contraintes. Fait que c'était plus dans cet aspect-là. Mais je prends le commentaire pour la prochaine présentation. C'est sûr que ce soir, on ne voulait pas que ça soit trop pointilleux parce on pensait qu'il allait y avoir des gens vraiment de tous les secteurs. Là, je vois que c'est surtout pour Boulevard des Chutes, mais c'est ça, on voulait mettre ça plus général. Puis c'est vraiment, on va aller un petit peu plus en détail là, à la demande d'opinion, rajouter là, les grilles de zonage ou de spécification plus spécifiques. Je vais pouvoir les montrer avec des exemples concrets aussi du secteur, puis c'est quoi les limites plus précises du PIA. Merci beaucoup. Avons-nous d'autres questions et commentaires du public en salle? Oui, madame. Oui. Denise de François, 107, rue des Pignonnières. Bonsoir. Bonsoir. Ma question est, qu'est-ce que tu viens de faire ou dire qui va être présenté ailleurs, puis tu vas améliorer ou être plus spécifique? Est-ce qu'au quartier
conseil des quartiers, est-ce qu'ils vont avoir ça directement pour Pionnière? Oui, c'est ça que je voulais dire. C'est pour cette séance-là. Pour Chute Montmorency là, qui va se dérouler le 20 novembre. OK, parce que tu vas être là aussi? Oui, oui, oui. OK. C'est ça. Excusez, je n'ai pas été clair. C'est cette séance-là qu'on va aller plus en détail pour ce secteur-là, pour le PIA qui s'applique Boulevard des Chutes et des Carrières qu'on appelle. Là, fait que ça comprend le secteur de la rue des Pionnières. Fait qu'on va aller plus en détail à cette séance-là du 20 novembre. 20 novembre. C'est ça. Bigot, C'est ça. salle Fleur de Lys, à 19h. Vous l'avez eu, madame. Merci. C'est ça. Puis là, merci beaucoup, Mme Deliscôté, pour la réponse. Juste souligner, j'en avais parlé au début, comme vous avez vu dans les caméras, tout ça, la séance, elle est enregistrée. La présentation de ce soir va être déposée sur la page web de la consultation, ainsi que la présentation pour le conseil de quartier de Sainte-Thérèse-des-Yeux et de Chute-Montmorency. Et donc, c'est enregistré pour des fins pratiques aussi de rapport. Donc, toutes les interventions que vous avez ce soir vont être prises en compte dans un rapport et seront transmises auprès du conseil d'arrondissement, dont l'instance décisionnelle qui est composée de M. Gosselin, M. Melançon, ainsi que Mme Roy. Je voulais juste quand même préciser ces éléments-là. C'est autant aussi pour la consultation de ce soir que celle pour Sainte-Thérèse-des-Lisieux et du 20 novembre à Chute-Montmorency. D'autres questions ou d'autres commentaires du public? Madame Lagier, je vous relance. Avez-vous des commentaires ou des questions en ligne? Oui, ben, d'abord, je voulais juste apporter un complément d'information pour Mme Rousseau. Là. Donc, on nous précise que les articles du règlement de l'arrondissement de Beauport sur l'urbanisme, où on retrouve les critères là, pour les PIA, donc c'est les articles 945.1 et 945.2. Et puis, pour connaître les critères d'évaluation, c'est les articles 993.1 et les suivants. Donc, on vous les a écrits aussi dans le QR, mais au besoin, vous pourrez remplir le formulaire en ligne. La consultation écrite commence demain et puis on pourra vous répondre par courriel à ce moment-là pour plus de précision. Et puis également vous dire que la présentation, elle est déjà en ligne. La présentation de ce soir, elle est déjà en ligne sur la page web. Donc, vous pouvez aller la consulter. Donc, ensuite, on avait d'autres questions, commentaires. En fait, on a un commentaire de C. Dorion, donc monsieur ou madame Dorion, qui nous disait donc qu'il y a eu un nouveau règlement là, qui a été adopté il y a quelques mois. Et puis là, en lisant le commentaire, je comprends bien de quoi il est question. C'était le règlement sur les critères pour les plans de construction. Donc, je peux vous donner l'information directement. Là. Donc, la personne mentionne que ce règlement pouvait possiblement modifier les grilles de zonage concernées par secteur. Donc, en fait, modifier la hauteur des bâtiments, peu importe ce qui est mentionné dans la grille de zonage. Mais là, je veux corriger, là, ce n'est pas le cas, en fait. Donc, je sais que c'était peut-être, ça pouvait porter à confusion, là, ce qui était sur la page web, là, mais lors de la consultation, on l'avait bien expliqué. Donc, ce n'est pas possible de modifier une grille de zonage sans faire une consultation à nouveau. Donc, le règlement dont il est question, c'était le règlement qui modifie le règlement d'harmonisation sur l'urbanisme et les règlements d'arrondissement sur l'urbanisme relativement aux critères applicables à un projet particulier pouvant être autorisé dans un secteur admissible identifié dans le plan d'urbanisme. Donc, je sais qu'il y avait des questions c'était dans les PPU où on pouvait ajouter des surhauteurs, mais ça nécessitait quand même de modifier les grilles de zonage et donc de faire des consultations publiques. Simplement, le règlement venait ajouter des critères pour l'évaluation des projets. Donc, peut-être, je ne sais pas si Mme Côté de Lille veut apporter des précisions, mais c'était un autre règlement de la ville, donc ce n'est pas nécessairement les mêmes personnes, mais... Je peux apporter des précisions, mais oui, parfait. Tu as bien répondu, Marie. Ce qui est mentionné par le citoyen, là, c'est au niveau d'un plan particulier d'urbanisme. Toutes les zones dont il est question ce soir, là, ça ne touche pas ces zones-là en partant. Là, on est ailleurs dans la ville. Donc, en partant, ça ne touche pas le même secteur. C'est ça, comme tu l'as mentionné, les projets particuliers d'urbanisme, c'est comme des documents de planification. On vient dire qu'on pourrait permettre jusqu'à telle hauteur. Mais après ça, il faut quand même que le zonage soit modifié en conséquence, puis le zonage doit passer par les étapes de consultation publique standard. Donc, il faut toujours passer par ces étapes-là. Parfait.
Merci beaucoup. Puis on a encore d'autres questions ou commentaires de Elisa Véraud, donc du secteur Sainte-Thérèse de Lisieux, donc en lien avec le PIA Villonnet. Donc, elle nous demande, donc si je comprends bien, le lien entre la responsabilité de l'entrepreneur et le changement proposé dans le cadre du PIA touche principalement à la question de l'engagement à respecter les critères du PIA au moment de la vente du terrain ou de la propriété. Actuellement, les entrepreneurs soumettent des plans d'aménagement qui respectent les critères du PIA, mais par la suite, les futurs propriétaires ne sont souvent pas informés de ces plans ou de leurs obligations en matière d'aménagement paysager et de préservation topographique. Donc, elle pose la question, est-ce que c'est ça la problématique? Cependant, j'ai encore des doutes et je m'expliquerai mal comment, en rendant les entrepreneurs responsables de l'exécution de ces travaux, nous allons atteindre une efficacité des processus et une diminution des coûts pour l'acheteur. Les entrepreneurs vendeurs ne pouvaient-ils pas simplement être mieux impliqués dans les exigences du PIA aux futurs propriétaires lors de la vente? Donc, peut-être question pour M. Boutin. À voir. Pour répondre à la question, c'est que dans le fond, c'est d'enlever le fardeau sur le citoyen en termes de responsabilité de faire les travaux, puis en même temps de les maintenir. Dans le fond, c'est quand on prévoit en amont, mais il y a des ingénieurs, des consultants qui planifient tout ça en amont. C'est besoin de faire des talus, faire des murs de soutènement. Bon, moi, on s'assure que les travaux sont bien faits. C'est signé, scellé par un ingénieur. Donc, on renvoie plus la responsabilité dans le cours des professionnels et non du citoyen qui doit supporter ce fardeau-là. Donc, c'est quelque chose aussi, tu sais, puis je vous le dis, c'est une démarche qui est coûteuse pour un citoyen. Dans le fond, s'il achète son terrain et il n'est pas au courant de ce que ça implique, faire des murs de soutènement, faire toute l'ingénierie, le drainage, déposer des rapports aussi qui sont en lien avec ça, c'est très, très coûteux. Tu sais, il ne faut pas se leurrer, là. Dans mon ancienne vie, là, on demandait beaucoup de rapports. Puis, tu sais, avant que le premier coup de pelle soit donné, c'était quasiment entre 5, 10, même des fois 15 000 juste en documents, en plans et devis, avant de commencer à mettre la pelle sur le terrain. Fait que, tu sais, ça, on essaye de l'envoyer plus dans le cause promoteur. Comme j'ai dit tantôt, il y a l'expertise, il y a les gens, les consultants. Puis c'est des trucs qui peuvent être faits sur le terrain en amont pour quand la personne achète son terrain, elle a la certitude que son terrain est viable et qu'elle peut en profiter à 100%. Là. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Lagier. Avons-nous d'autres commentaires? On retourne en salle. Avons-nous des commentaires ou des questions? C'est ce que j'entends, c'est ce que j'entends. Pas d'autres questions ou commentaires en ligne, Madame Lagier? Non. Parfait. Donc, nous serons à la fin de cette assemblée publique de consultation, une partie sur 3. Je vais prendre le temps de remercier nos professionnels d'avoir répondu aux questions. Je vous remercie aussi de la salle, de votre approche bienveillante, puis aussi on entend vos préoccupations. Et avant de partir, je vais laisser un mot de la fin auprès de nos élus, à commencer par M. Steven Melançon. Alors, merci tout le monde. Écoutez, vous êtes aperçu que dans ce processus-là, vous faites partie intégrante de tout ça. Vous savez que lorsqu'on commence avec un projet de règlement, hein, c'est ce qui est passé à l'arrondissement, c'est un projet de règlement pour l'ensemble de la ville. Et par la suite, on va avec le processus qu'on vous a expliqué à peu près 4-5 fois ce soir. Bref, là, il reste le conseil d'arrondissement, le conseil de quartier. Donc, on vous attend en grand nombre. La dernière fois, on avait une foule de 4 personnes. Je pense qu'on va en avoir un petit peu plus. Donc, mais ce qui est important de retenir ce soir, écoutez, c'est un processus dans lequel vous faites une partie intégrante. OK? Il y avait des préoccupations, il y a des choses que vous avez amenées. On va vous écouter. Et je répète, à partir des recommandations du conseil de quartier, le conseil d'arrondissement va tout simplement y aller avec ce qu'on a entendu ce soir. C'est ça ce qui est important de retenir. Mais je veux que vous compreniez qu'on a bien fait la différence entre les grilles de zonage, entre les PIA, entre toute cette, on va dire, cette poutine-là, puis c'est pas évident. Mais bref, s'il y a quoi que ce soit au niveau des interrogations, on est là. Mme Giroux qui est ici, là, qui peut donner ma carte avec mon numéro de cellulaire. Ça fait que vous ne passerez pas par la réception. Je peux appeler pas à passer mes nuits. J'essaie de regarder ça. Mais bref, merci. Puis écoutez, vous avez été parfait au niveau de l'attitude, au niveau de vos commentaires, de vos questions. Moi, je vais repasser l'enregistrement au complet. Là, on va l'écouter. Et puis, s'il y a quoi que ce soit, bien, on est là pour vous. Puis, comme je vous dis, on est là pour les citoyens. On comprend vos préoccupations, on va en tenir compte. Merci à tous d'être venus en si grand nombre. Puis on vous attend le 20. Merci beaucoup, M. Melançon. Et un mot de la fin de
membre du comité exécutif et conseiller municipal du district de Sainte-Thérèse-des-Lisieux, M. Gosselin. Oui. Mais merci beaucoup aux équipes pour la présentation ce soir, d'avoir pris le temps aussi de répondre aux questions. Pour les gens qui gèrent le son, puis toute la technologie aussi, merci. Merci aux citoyens et citoyennes. Là, je comprends qu'il n'y avait pas grand monde de mon district ici ce soir. Ça fait plaisir de vous voir quand même. Merci de vous être déplacés. Merci d'avoir pris le temps de venir au micro puis faire des interventions. Puis pensez pas que c'est facile de comprendre tout ça. C'est compliqué, c'est du zonage, c'est des grilles de spécifications, c'est des PIA. Il y a un paquet de termes comme ça, mais il n'y a jamais de mauvaises questions. N'hésitez pas à les poser aussi. N'hésitez pas aussi à contacter votre élu aussi quand vous avez des questions comme ça. Là, ne vous gênez surtout pas, c'est ça notre travail. Je souligne quand même la présence de M. Denis Savard, là, qui est président de notre conseil de quartier dans Sainte-Thérèse-des-Lisieux, qui est là. Merci, M. Savard, d'être là, qui est représenté fièrement Sainte-Thérèse-de-Lisieux. Puis de notre côté, nous, on va se revoir le 18 novembre pour le conseil des quartiers à Sainte-Thérèse-de-Lisieux. Vous êtes tous les bienvenus quand même pour venir nous visiter dans le Nord, si jamais ça vous intéresse. M. Savard mène ça de main de maître, le conseil de quartier à Sainte-Thérèse-de-Lisieux. Bonne soirée tout le monde. Merci. Merci beaucoup à tous. Consultation écrite du 5 au 11 novembre. Merci beaucoup.